Merci à vous, je vous remercie donc de cette invitation. J'espère que je vais donc être à la hauteur, sachant qu'il s'agit d'un enregistrement, donc être à la hauteur, et donc il faut refaire toutes les petites blagues, mon micro était muet avant, donc on recommence. Donc être à la hauteur, c'est par rapport au 1 giga donc, que nous allons à peu près mettre en ligne. Donc ça, il faut vraiment que la parole philosophique soit à la hauteur de ce réchauffement, ce delta de réchauffement correspondant à cet enregistrement. Donc la présentation que je fais aujourd'hui appartient à la philosophie des sciences générales. La philosophie des sciences étudie la science, son fonctionnement et les questions philosophiques que cela pose. Donc c'est malgré le titre qui est un peu austère, il s'agit de décrire la facilité qu'on a à calculer des nombres aléatoires, pseudo-aléatoires plus exactement. Donc c'est un problème assez abstrait, voire un problème de mathématiques, un problème difficile en mathématiques. Et donc je vais défendre la thèse que si on veut décrire comment ce problème est résolu dans la science en général, on doit décrire ça comme un problème en partie cognitif et social, et non pas implicitement purement mathématique, le décrire d'un point de vue épistémologique. Voilà. Alors, je commence par une petite citation qui est de Joel Heinrich, je ne sais pas comment, de l'Université de Pennsylvanie. Donc, c'est un physicien de très très bon niveau qui utilise de façon massive les nombres pseudo-aléatoires dans son activité, qui s'intéresse de près à la question. Donc, on va dire que c'est plutôt un spécialiste de la question. Et donc, il conclut une note qu'il écrit en 2004 de cette façon-là. Donc j'ai essayé de garder un petit peu un sens de l'humour en écrivant cette note, mais malheureusement, je me rends compte que je vais devoir faire de changements importants dans tous les générateurs de nombres pseudo-aléatoires que j'ai écrits jusqu'à présent si je suis mes propres recommandations. Quelle est la situation ? Il vient de se rendre compte d'un problème massif qui touche les générateurs de nombres aléatoires et il se rend compte que tous les travaux qu'il a fait jusque-là sont potentiellement affectés et ont des statistiques qui sont mauvaises. Globalement, vous avez travaillé 30 ans et vous dites « Ah, là, il y a un problème » et là, tout d'un coup, vous avez l'estomac qui remonte et vous dites « Oh là là, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, potentiellement, il y a 5% d'erreurs, 10% d'erreurs, 15% d'erreurs, je suis un peu embêté. » Voilà. Donc, c'est juste pour vous signaler le type de problème qu'on affronte et que c'est pris au sérieux, on va dire, par à la fois les physiciens, mais également les mathématiciens et les informaticiens, notamment eux d'ailleurs. Donc d'abord, voici comment je vais dérouler cette présentation. D'abord, je vais présenter le problème parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que vous compreniez pourquoi on est en train de traiter un problème philosophique. Donc je vais d'abord présenter le problème, ensuite je vais essayer de vous présenter les spécificités du problème qu'on décrit, à savoir le calcul de nombres pseudo-aléatoires d'un point de vue épistémologique. Donc quelles sont les spécificités de ce problème ? Je vais essayer de montrer que c'est un problème qui est globalement épouvantablement difficile. Et quand on est en face d'un problème épouvantablement difficile, en général, on demande aux camarades de vous aider, donc aux communautés scientifiques de vous aider. Et là, on va se demander, mais est-ce que vraiment les communautés scientifiques nous aident vraiment de façon actuelle dans cette question ? On va voir que donc, c'est assez inquiétant, au sens pas d'aide à attendre. Et du coup, on va se dire, comment font les scientifiques au quotidien quand ils doivent choisir leur générateur ? Et on va se demander, parce qu'en fait c'est difficile d'avoir des informations là-dessus, vous ne pouvez pas aller faire votre enquête, du coup on va essayer de décrire le problème et de développer des attentes raisonnables sur ce qu'ils font. Et pour finir, j'essaierai de vous donner quelques indices pour confirmer notre diagnostic général, et je conclurai en disant que c'est un problème qui est bien gênant pour la science moderne. Voilà. Alors, donc, premier point, il est question de philosophie des sciences, donc on étudie la science, et il est question plus exactement d'épistémologie de la science. Donc, l'épistémologie, c'est une discipline qui étudie les conditions dans lesquelles on est capable d'atteindre la connaissance. Donc ça couvre l'étude de nos facultés, ça couvre l'étude de la complexité des problèmes qu'on affronte, ça couvre plein de choses en fait. Voilà. Et quand on fait de l'épistémologie de la science, donc on étudie les conditions dans lesquelles les scientifiques sont capables, dans leur activité scientifique, qui est un sous-ensemble des activités qui produisent de la connaissance, donc dans quelles conditions les scientifiques sont capables, ou ne sont pas capables d'ailleurs, de développer la connaissance. Bien.
Alors, au XXe siècle, on a beaucoup considéré qu'on pouvait décrire l'activité scientifique de façon assez idéalisée, globalement, on va dire de façon internaliste. C'est-à-dire on considère juste les contenus. Et on essaie de décrire la logique des contenus. Donc typiquement, les contenus, c'est des théories, et on essaie de décrire la logique de découverte des théories et de réfutation des théories. Popper, typiquement. Bon, depuis 3 décennies, alors c'est des choses que les étudiants ne voient pas forcément beaucoup en cours, mais depuis 3 décennies, on s'est rendu compte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué et que si on voulait décrire de façon adéquate d'un point de vue épistémologique comment ça marche, on devait intégrer une description à la fois sociale et cognitive. Même si on est très... désolé, tout ceci est en anglais, c'est pas comme ça les gens qui comprennent que l'anglais peuvent lire les transparents, et moi je parle en français. Donc voilà, donc notamment, même si vous êtes un empiriste logique, vous avez la logique et l'empirisme chevillés au corps, même ces gens-là, donc chez nos amis anglo-saxons notamment, finissent par reconnaître que sur plein de questions, en fait, on ne peut pas dire qu'on décrit ça juste avec la logique de la découverte de la science, et il faut prendre en compte comment fonctionnent les êtres humains, les scientifiques, et quelle est la structure de la science. Bien. Structure de la science, la structure des communautés, quelles sont les dynamiques des communautés, les normes au sein de ces communautés, enfin toutes choses qui sont d'ordre social. Bien. Alors, donc je me suis situé dans ce cadre, et je vous ai donné 2 noms, donc Kitcher, Goldman notamment, qui sont des philosophes qui ont beaucoup contribué à cette description. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a cette description, on n'est pas très avancé, au sens où on aimerait un petit peu savoir pour quel problème spécifique on a besoin d'une description socio-cognitive. Donc, pour quels problèmes spécifiques, pour quels aspects, et on aimerait savoir également ce qui se passe si on met de côté ces aspects socio-cognitifs. Au sens où des fois, on peut mettre de côté des choses, on perd une partie de... On ne fait plus une description qui est parfaite, mais on a l'essentiel, on a à peu près l'essentiel du tableau qui est correct. Donc ça, on va dire, c'est en physique, vous faites des approximations, des idéalisations, puis des fois... Vous avez une description qui n'est pas complètement correcte de la réalité, mais ce n'est pas très grave, vous pouvez expliquer ce que vous voulez en physique. Bien. Ça ne marche pas toujours, les idéalisations. Donc là, en l'occurrence, la thèse générale admise, c'est que si on met que les facteurs épistémiques, globalement, ce n'est pas une bonne description, mais la question est, si on ne met que les facteurs épistémiques, est-ce que c'est encore pas trop mauvais comme description? Donc la question est de savoir, c'est quand on met de côté ces questions socio-cognitives, est-ce que c'est une idéalisation violente? Est-ce que c'est même une idéalisation qui nous amène à une description qui est complètement inadéquate? Donc ça, en fait, c'est des genres de questions sur lesquelles on n'a pas beaucoup de réponses générales. Donc là, ce que je vais essayer de défendre, je vais étudier cette question-là sur un problème très particulier, qui est celui du calcul des nombres pseudo-aléatoires, en essayant de montrer que c'est un problème qui est massivement cognitif et social dans sa description épistémologique, si on veut décrire de façon adéquate ce qui se passe et les pièges que les scientifiques rencontrent. Bien. Alors, donc typiquement, ça je vais sauter. Alors, premier point. Deuxième point, le problème qu'on affronte, c'est le calcul d'une fonction. Une fonction que vous pouvez calculer avec vos ordinateurs, génère-moi un nombre pseudo-aléatoire. Bien. Donc en fait, c'est aussi, cette présentation peut aussi vue être comme une contribution à l'épistémologie des outils épistémiques. Au sens, il y a plein de choses que vous faites par vous-même. C'est normal, on vous demande, faites une preuve de logique, vous l'écrivez par vous-même. Et puis dans beaucoup de situations, vous ne faites pas vous-même, vous utilisez des outils qui sont tout prêts, qui sont sur les shelves, c'est les étagères, donc l'étagère de votre bibliothèque. Vous allez chercher un outil où le travail a déjà été fait. Et c'est complètement rationnel. Donc bien sûr, vous ne faites pas tout vous-même, mais vous utilisez, ça correspond à utiliser de façon intelligente la division de l'activité scientifique, la division du travail. Dans le monde scientifique, le travail est divisé. Il y a des gens qui font les choses bien. Ils vous proposent une boîte. Vous utilisez la boîte. Elle marche très bien. Vous êtes content. Donc, utiliser des boîtes noires pour faire des tâches, vous le faites tout le temps. On est en train d'utiliser Zoom, un ordinateur. C'est ce qu'on appelle des ressources qui sont sur l'étagère. On les prend, on les utilise. Bien. Et donc, bien sûr, ça pose un problème important parce qu'on veut savoir jusqu'à quel point l'utilisation de ces ressources qui sont juste sur l'étagère est fiable ou n'est pas fiable. Donc ça, c'est un problème en soi. Et là, en fait, c'est ce qu'on va faire. C'est on va dire, on utilise des logiciels pour calculer des nombres pseudo-aléatoires en utilisant des choses qui sont toutes prêtes. Question, est-ce que ça pose problème ou non? Et donc, c'est rationnel, mais la question est de savoir, c'est rationnel de le faire, mais est-ce que jusqu'à quel point on perd en fiabilité? Bien.
En l'occurrence, il s'agit d'une ressource qui est relativement simple. Zoom, un ordinateur, c'est épouvantablement compliqué. Là, ça va être des ressources relativement simples. Vous utilisez un code qui existe déjà, qui fait 10 lignes, 20 lignes, 50 lignes, mais c'est-à-dire un objet qui est relativement simple. Donc on est dans l'épistémologie, donc des ressources sur l'étagère, et on se demande comment ça marche, et est-ce que ça ne menace pas des fois les activités épistémiques que vous menez. Et donc on en choisit une qui est relativement simple, mais qui est centrale, comme on va le voir. Donc maintenant, j'en viens à la présentation de l'objet. Donc 2 ou 3 choses que vous devez connaître sur le nombre pseudo-aléatoire pour comprendre un petit peu la présentation. Alors en fait, dans le détail, les nombres pseudo-aléatoires, c'est très compliqué. Donc c'est la complexité, c'est pas simple. Mais en fait, pour la discussion philosophique et épistémologique, il n'y a pas à en savoir grand-chose. Donc l'aléatoire, d'abord, c'est une notion qui est liée à plein d'idées proches, ce qui est probabiliste, ce qui est qu'on ne peut pas prédire, ce qui est indéterminé, ce qui est sans régularité, sans ordre apparent. Voilà, c'est une galaxie de notions qu'on traite en philosophie et également dans la science, notamment en mathématiques. Bon. Et la notion de randomness, donc d'aléatoire, est une façon d'étudier un des versants de cette galaxie, de cette nébuleuse, on va dire. Bon. Et il y a différentes définitions, donc même définir ce que c'est que l'aléatoire, c'est pas facile, les gens s'affrontent, et il y a des définitions rivales. Donc là, je vous dis par exemple 2 définitions. Une qui va être la définition de Kolmogorov, qui veut dire une suite de nombres de 0 et de 1 qui est aléatoire. Globalement, c'est une suite que vous ne pouvez pas compresser. Vous ne pouvez pas faire une description qui soit d'une taille plus petite que votre description initiale. Bien. Il y a d'autres définitions qui vont vous dire « Ah, c'est un nombre aléatoire, c'est un nombre qui satisfait tous les tests. » Typiquement, il y a autant de 0 que de 1. S'il y a plus de 0 que de 1, ce n'est pas complètement aléatoire. S'il y a plus de 0, vous pariez qu'on va avoir un 0 au coup d'après et vous avez plus de chances de... Voilà. En fait, ces 2 définitions sont, en fait, c'est difficile à montrer, plus ou moins équivalentes. Et il y a d'autres définitions. Bien. Donc ça, c'est la question mathématique. J'en parlerai pas. Il faut juste savoir que un nombre aléatoire, c'est un nombre dans lequel vous n'arrivez pas à avoir des régularités. Bien. Quelques petits points supplémentaires, cette fois-ci, sur l'épistémologie des nombres aléatoires. Donc là, ce dont on vient de parler, c'était la définition des nombres aléatoires. C'est juste, c'est quoi ? L'épistémologie des nombres aléatoires, donc l'épistémologie, c'est dans quelle mesure on est capable d'accéder à la connaissance. Donc l'épistémologie des nombres aléatoires, ça va être dans quelle mesure nous, petites créatures finies, nous sommes en mesure de produire un nombre aléatoire, reconnaître un nombre aléatoire, voilà. Donc d'être bien certain qu'on en a un sous la main. Et alors là, ça devient assez amusant. Alors pourquoi c'est amusant ? Enfin, de nouveau, c'est de l'humour de philosophe, donc il faut un certain détachement. Alors ce qui est assez amusant, c'est quand vous regardez les nombres réels, ils sont quasiment tous aléatoires. Donc on vous dit, il y en a partout. Vous êtes entouré dès que vous écrivez, dès que vous êtes en contact avec des nombres, ils sont aléatoires. Bon. Problème, c'est que alors qu'ils sont quasiment tous aléatoires, alors quasiment tous, c'est des questions de mesure mathématiques, on met ça de côté, alors qu'ils sont quasiment tous aléatoires, c'est épouvantablement difficile de produire un nombre aléatoire. Et même en supposant qu'on a produit un nombre aléatoire, donc on vous en donne un, donc c'est pas exactement la même chose. On produit un objet et on vous donne l'objet, mettez juste un tampon dessus. Donc ça, c'est la question de la certification. Donc là, supposons qu'on vous donne un nombre, on vous demande juste de reconnaître s'il est aléatoire. Une différence, quand vous produire la solution d'une équation, ça peut être très difficile. En revanche, si on vous donne une solution possible, on vous dit est-ce que c'est la solution. Là, vous vérifiez que ça marche, vous dites ah, c'est bon. D'accord ? Donc ça, c'est certifié. Et donc même certifier qu'un nombre est aléatoire, c'est épouvantablement difficile. Donc on va dire, c'est ça qui est assez amusant, c'est que d'un côté, il y en a partout, d'un autre côté, d'un point de vue épistémologique, quand on doit en produire ou en certifier, c'est difficile. Bon. De plus, quand on a besoin d'utiliser des nombres aléatoires, on ne peut pas se contenter d'utiliser juste une bonne description d'un nombre aléatoire. Une bonne description, c'est ça permet de contraindre assez votre définition pour faire un acte de référence qui soit correct et qui pointe du doigt la bonne chose. Donc ça, vous avez une définition. Si votre définition elle est bonne, vous faites référence à un objet. Bien. Là, c'est ça qu'on doit faire, mais plus que ça en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'une description, on va dire, extensionnelle, c'est-à-dire on a besoin de connaître tous les 1 et les 0 qui se suivent. Donc on a besoin d'avoir l'objet sous les yeux, on va dire. Alors juste pour vous donner la différence entre les deux choses, des nombres aléatoires, on est capable d'en définir certains dont on sera certain que c'est des nombres aléatoires.
Alors un bon exemple, c'est les constantes, enfin des horribles constantes en mathématiques. Constante de Chaitin, par exemple, qui va être la probabilité qu'une machine de Turing, globalement, s'arrête. Une machine de Turing, c'est un ordinateur. Donc vous lancez un ordinateur, quelle est la probabilité qu'il s'arrête? Bon. Maintenant, vous prenez un programme au hasard, quelle est la probabilité qu'il s'arrête? Et là, cette probabilité, voilà, le nombre de Chaitin, c'est lié à cette probabilité, et c'est quelque chose dont on sait on a prouvé que c'est aléatoire, mais si on doit avoir la probabilité exacte en la décrivant, là, c'est épouvantablement difficile. Bien. Donc ça, le nombre de Chaitin, quand on le définit, on fait un acte de référence qui est correct, on définit un objet, donc on le pointe correctement, sauf que quand on doit vraiment l'exhiber extensionnellement, ben là, on n'y arrive pas. D'accord? Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que l'exercice, c'est vraiment difficile. Et dernière chose à connaître de ce point de vue-là, c'est que dans tous les cas, en fait, on ne va pas travailler sur des nombres aléatoires, on va travailler sur des nombres pseudo-aléatoires. Pourquoi? Parce que si on a besoin de travailler sur un nombre aléatoire, ça ne marche pas, parce qu'un nombre aléatoire, c'est infini, en fait. Pourquoi c'est infini? Parce que typiquement, il y a autant de 0 ou de 1. Donc déjà, tous les nombres impairs, ça ne marcherait pas. Il y aurait plus de 1 ou plus de 0. Donc en fait, un nombre aléatoire, pour qu'il passe tous les tests, en fait, il doit être infini. Nous, dans les faits, on va utiliser des nombres qui vont être forcément finis. S'ils sont finis, il y aura forcément des régularités. D'accord? Donc en fait, on utilise des nombres pseudo-aléatoires dans la science. Et tout le but, c'est que nos nombres pseudo-aléatoires, ils soient le plus aléatoires possible, ils soient le plus irréguliers possible. Bien. Donc c'est pour ça que le titre de la présentation, c'est comment calculer des nombres pseudo-aléatoires qui sont bons, c'est-à-dire qui sont aussi aléatoires que possible pour l'usage qu'on en a. Bien. Donc en pratique, nos nombres pseudo-aléatoires, ils ont une taille finie. Comment on fait? En pratique, on va leur faire une liste de tests. On va tester un peu toutes leurs propriétés, compter les 1, les 0, les 1, 1, les 0, 0, les 1, 0, les 0, 1. Il faut que ce soit distribué de façon équilibre. Et il faut qu'il soit localement aléatoire. Pourquoi localement aléatoire? Parce qu'en fait, dans un nombre aléatoire, vu que c'est infini, par exemple, une série de 10 1, il y en aura forcément plein. Parce que c'est infini, donc il arrivera de temps en temps que vous avez 10 1. 101, il y en aura forcément en fait, une infinité à chaque fois. Vu que là, on a des séquences finies, on ne veut pas tomber sur dire « Ah, c'est un morceau d'un nombre aléatoire, mais c'était le morceau, il n'y avait que des 1. » Ça, on n'en veut pas. Donc, il faut que ce soit localement aléatoire. Bien. Dernier point pour finir, c'est là que ça devient important, ces nombres pseudo-aléatoires, pourquoi je m'exprime là-dessus? Parce qu'en en fait, ils sont utilisés partout dans la science. Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Alors, ils sont utilisés pour modéliser des phénomènes qui sont intrinsèquement déterminés, mécanique quantique sans doute. Ils sont utilisés pour... Donc, dès que vous avez de la physique, en fait, il y a des nombres pseudo-aléatoires à peu près partout, quand vous devez représenter et étudier les choses. Ils sont étudiés pour même les processus qui ne sont pas indéterministes, qui sont déterministes, mais qui semblent indéterministes. Typiquement, vous prenez un billard, des boules de billard, on va dire c'est déterministe, sauf que quand vous regardez les choses, globalement, ça vous semble indéterministe. Donc, quand vous modélisez ça, de nouveau, nombre pseudo-aléatoire. Et puis, dès que vous avez des variables qui vous disent... Voilà, si j'ai 30% d'avoir quelque chose, 30%, ça veut dire que vous avez une distribution de probabilité. Il faut faire des tirages au sort. Pour des tirages au sort, il faut de l'aléatoire. Bon. Et puis, ils sont très utilisés dans la cryptographie aussi. C'est-à-dire tous vos téléphones, vos données et tout, c'est des nombres pseudo-aléatoires partout. Et il faut qu'ils soient de bonne qualité. Donc, globalement, en fait, sans nombres pseudo-aléatoires de bonne qualité, on n'a pas de science actuellement et on n'a pas tous nos téléphones et tout le reste. Donc, c'est absolument partout dans nos sociétés. Donc, c'est un problème qui est intéressant. Donc pourquoi? Donc ça, c'était des raisons générales. Par ailleurs, pourquoi pour le problème que j'étudie, c'est intéressant? Alors c'est intéressant parce que je vais essayer de vous montrer que c'est un problème socio-cognitif. Donc bien sûr, c'est intéressant parce que je prends une activité mathématique. Donc le truc qui apparemment est le truc le moins social et le moins psychologique des activités de la science. Vous dites à la rigueur, les théories physiques, il a fallu les construire, c'est des constructions sociales, les maths, bon. Deuxième point, c'est pas n'importe quelle activité mathématique. Il y a des activités mathématiques, d'accord, il y a des preuves, il y a des normes de preuves. Là, on se place sur une activité qui va être algorithmique. C'est-à-dire, vous avez un programme, clic. Donc, on va dire, si quelqu'un dans le monde trouve une façon de bien calculer des nombres, donc trouve un bon générateur de nombres pseudo-aléatoires, vous le mettez dans votre ordinateur, clic, c'est réglé. Donc, vous dire, non seulement, donc là, on est sur des activités algorithmiques, c'est-à-dire l'ordinateur le fait pour vous une fois que c'est écrit, et le programme, et vous pouvez être très bête. C'est ça l'avantage des activités algorithmiques. Une fois que c'est dans le codé, vous cliquez, vous pouvez être bête, tout va bien. C'est pour ça que vos ordinateurs sont intelligents pour vous. D'accord?
Donc troisième point, j'en ai parlé, donc c'est une activité qui est partout, en physique mais également en biologie. Actuellement, c'est la biologie et médecine nucléaire, les simulations en médecine nucléaire, qui demandent beaucoup de nombres pseudo-aléatoires. Alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En médecine nucléaire, ils ont besoin une simulation en médecine nucléaire, on a besoin de 10 puissance 20 nombres pseudo-aléatoires. C'est beaucoup. C'est des milliards de milliards, 1 milliard c'est 9, 18, donc c'est 100 milliards de milliards. Donc on a des besoins, c'est des besoins importants. Et puis, voilà. Et du coup, c'est intéressant, parce que comme ça me c'est une tâche très élémentaire. Du coup, ça nous permet d'étudier en quoi le niveau cognitif et social, d'où ça vient et pourquoi on a ce problème-là. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais adopter une position qui est plus ou moins conséquentialiste, au sens où j'étudie les différentes pratiques scientifiques et quel est leur impact, c'est-à-dire quelles sont leurs conséquences, bonnes ou mauvaises pour la production des nombres pseudo-aléatoires. Alors, une fois que j'ai dit que c'est cognitif ou social, donc mon affirmation, c'est que c'est un problème cognitif-social en grande partie. Bon, bien sûr, c'est un problème mathématique. On est d'accord, si les mathématiciens ne travaillent pas dans un premier temps, on ne peut rien faire. Bon. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez quand même pas tout dit, au sens ça peut être cognitif ou social en plusieurs sens d'un point de vue philosophique. Donc je vais avoir plusieurs affirmations. Alors, première affirmation, je vais dire que les variables cognitives et sociales, donc les aspects cognitifs et sociaux du processus, sont pertinents d'un point de vue épistémologique. C'est-à-dire que ça fait des différences sur la fiabilité de mon enquête scientifique à la fin. Donc ça va être juste la pertinence épistémologique. Selon ce qu'on fait, selon la façon dont on est câblé, selon la façon dont on est organisé, notre sens sera plus ou moins fiable. D'accord? Donc là, je suis vraiment dans le cadre de ma définition de l'épistémologie. J'étudie la mesure dans laquelle ça a un impact sur la fiabilité, et ça l'est plus ou moins. Donc là, je vais montrer que les facteurs cognitifs et sociaux sont très pertinents d'un point de vue épistémologique. Mais on peut également dire c'est pertinent d'un point de vue explicatif, au sens ces facteurs sociaux et cognitifs, dans quelle mesure ils nous permettent d'expliquer la fiabilité des pratiques. Et on peut avoir une thèse qui est encore plus avancée, qui est que dire non seulement ils ont une portée explicative, mais même qu'ils sont de façon indispensable, ils font de façon indispensable partie des explications de la fiabilité de la science. Donc là, ce n'est pas juste une explication parmi d'autres, c'est on a vraiment besoin de ça dans nos explications. D'accord? Bien sûr, je suis un petit ambitieux, donc je vais essayer de défendre la troisième thèse, qui est plus difficile que les autres. Mais on va d'abord commencer, ce sera vraiment pour la fin. Bien. Et puis, donc, je ne vais rien dire sur la nature des preuves, sur la question de la justification, sur la question de la connaissance scientifique. Je ne dis pas que ce n'est pas lié à mon propos, mais c'est d'autres questions philosophiques. Bien. J'ai fini la première partie, je suis beaucoup trop lent, mais ce n'est pas grave. Alors, deuxième point. Pour aller plus loin, il faut essayer de caractériser la tâche. Donc là, je vous ai décrit ce que c'est que des nombres pseudo-aléatoires. Et maintenant, il faut comprendre, une fois qu'on fait la tâche, mais qu'est-ce qu'on doit bien faire pour dire qu'on a bien fait la tâche? Bon. Donc des nombres pseudo-aléatoires, rappelez-vous, il faut en calculer de nombres, on va dire 10 puissance 20 pour être dans les clous. Donc, ça veut dire que non, le problème n'est pas de produire un nombre pseudo-aléatoire, mais il faut en produire plein. Dès que vous produisez des nombres, du coup, vous avez des problèmes supplémentaires pour que ce soit bien. Typiquement, il faut que les nombres que vous produisez soient distribués de façon homogène. Donc, on va dire un nombre pseudo-aléatoire, on va dire c'est un truc entre 0 et 1. On va dire c'est un codage. Enfin, vous pouvez tous comme c'est une suite de 0 et de 1. Globalement, vous pouvez dire c'est comme tous les nombres réels entre 0 et 1. Bien. Donc, du coup, si vous prenez des nombres au hasard, il ne faut pas que vous en preniez beaucoup au début et pas beaucoup à la fin. Donc, il faut qu'ils soient distribués de façon homogène, on va dire, entre 0 et 1. Si vous en avez beaucoup dans une partie de l'intervalle et pas beaucoup dans l'autre partie, sur les 10 puissance 20 que vous avez calculés, c'est pas bon. Il faut qu'il n'y ait pas de corrélation entre eux. Si j'ai un nombre pseudo-aléatoire qui est 1, 0, 0, 0, et que le deuxième nombre que j'ai, c'est tous les 1, ça devient des 0, et des 0, ça devient des 1, mais en fait, c'est quasiment... Certes, ils sont chacun aléatoires, mais une fois que j'ai l'un, j'ai immédiatement l'autre. Donc en fait, ça veut dire qu'ils sont extrêmement corrélés. Donc il faut que mes 10 puissance 20 nombres pseudo-aléatoires, il faut qu'ils soient le moins corrélés possible. Ça commence à faire beaucoup de tests, donc voilà. Il faut bien sûr, quand vous faites des choses, que ce soit reproductible, parce que la science, ça doit être reproductible. Il faut que vous puissiez faire que ce soit portable, donc ça veut dire portable, ça veut dire je le fais sur un ordinateur, puis sur un autre ordinateur, puis encore sur un troisième ordinateur. Il faut que je puisse passer d'un code à l'autre, enfin c'est ça, être portable, que ce ne soit pas juste lié à un endroit. Il faut que, comme c'est des nombres qui vont être pseudo-aléatoires, ils vont avoir une taille finie. Et comme ils vont être pseudo-aléatoires, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des régularités. Voire même, comme ça va être ils vont avoir une taille finie, en fait, dès que des choses qui sont des tailles finies, il va y avoir une période. En fait, ils vont se répéter. Quand vous avez un espace fini, globalement, une fois que vous avez visité toutes les cases, vous revenez à la première case. D'accord? Donc ça veut dire que tout nombre pseudo-aléatoire que j'utilise, il a une période.
Du coup, il faut qu'ils aient des périodes très 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 longues. Et typiquement, si j'ai besoin de 10 nombres pseudo-aléatoires, et mon nombre pseudo-aléatoire, ils ont des périodes de l'ordre de 8, c'est pas top. Parce qu'en fait, globalement, les deux derniers que je vais utiliser, en fait, je sais qu'ils vont en répéter deux que j'avais avant. D'accord? Donc il faut qu'ils aient des périodes très très longues, et il faut qu'on soit capable de facilement analyser leur structure. Ah oui, dernier critère aussi, il faut qu'ils soient parallèles, que leur production puisse être parallélisée. Les ordinateurs puissants actuellement, ils sont parallèles. Ils sont parallèles, ils ont plus de puissance. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des nombres, c'est pour ça que j'ai des PRNG, Random Number Generator. Il faut qu'ils soient parallèles, qu'ils soient facilement parallélisables, la tâche. Il y a des tâches qui sont facilement parallélisables, il y a d'autres, on les met sur des nombres, sur des ordinateurs parallèles, et ça devient le bazar. Donc là, il faut qu'on puisse lancer des choses en parallèle et qu'il n'y ait pas de souci. Et puis, il faut que ça marche à chaque fois dans mes simulations. Conclusion de L.E. Kalec, qui est un expert de la production de nombres pseudo-aléatoires, même le Père Noël n'est pas capable de faire tout ça. Donc, on est embêté. Du coup, alors le problème principal, c'est qu'il y aura toujours des régularités, un petit peu d'ordre caché dans les nombres pseudo-aléatoires qu'on va utiliser. Et ça va être très, très embêtant. Pourquoi ? Parce que nos nombres pseudo-aléatoires, on va les appliquer à un problème physique. À un problème physique avec une dynamique. Et cette dynamique, elle va prendre les nombres pseudo-aléatoires et elle va faire des opérations avec. Donc vous n'allez pas l'utiliser n'importe comment. Sauf que vous utilisez quelque chose qui a des régularités, et il se peut que certaines dynamiques que vous utilisez en physique, que vous étudiez, soient sensibles à ces régularités. Si la dynamique que vous utilisez est sensible aux régularités de vos nombres pseudo-aléatoires, globalement, vous allez avoir des résultats où vous croyez que vous vous êtes reposé sur un truc qui est vraiment aléatoire, et en fait, votre dynamique est allée chercher l'ordre caché, et du coup, ça s'affiche tout par terre. Donc, selon la dynamique que vous avez, quelque chose qui vous semble complètement en désordre. Alors, imaginez-vous, si vous êtes sur un pont, vous traversez un pont, il y a certaines dynamiques qui, selon les signaux qu'on envoie, quand vous avez la dynamique du pont, il a une dynamique vibratoire, et puis selon les signaux qu'on envoie, des fois, ça va commencer à résonner, le pont il peut s'écrouler. Il y a tout qui commence à se faire une... Bon, là, c'est un peu la même chose. Donc, dans certaines conditions particulières, l'ordre caché apparaît, ça peut être amplifié, et votre pont il s'écroule. D'accord ? Donc ça, c'est très embêtant parce que c'est une question qui est complètement contextuelle. Toutes les dynamiques qu'on étudie en sciences sont particulières. Donc, si ces dynamiques particulières peuvent être sensibles à différents ordres cachés, du coup, vous ne savez jamais vraiment quand votre dynamique est sensible à l'ordre caché. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs dans les nombres pseudo-aléatoires. Bien. Et puis, donc, il faut implémenter tout ça, c'est compliqué, donc je vais un peu accélérer. Dans tous les cas, une fois que vous avez choisi votre générateur, il faut l'implémenter. Et là, de nouveau, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez avoir des problèmes parce que des fois, il y a des bugs. Ça, c'est les bugs dans les générateurs qui existent et qu'on vous présente. Régulièrement, on en trouve. Il faut implémenter votre générateur. Donc, si vous prenez une ressource qui est très bien définie en mathématiques, mais que vous ne l'implémentez pas bien dans votre ordinateur, ça peut mettre tout par terre. Alors, pour vous donner un exemple, un des meilleurs générateurs de nombres aléatoires qu'ils utilisent, qu'on connaît, c'est le Mersenne, ce qu'on appelle le Mersenne Twister. Bon. Il est merveilleux. Son tout petit problème d'implémentation, c'est qu'il a 627 variables à implémenter. 627 variables que vous devez implémenter correctement. Si vous vous trompez là-dedans, tout s'écroule. D'accord ? Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Et quand vous avez 627 variables à implémenter, il vaut mieux être un très bon mathématicien impliqué. Donc, si vous voulez juste, j'ai besoin du truc et je ne sais pas trop comment ça marche et je vais un peu faire au pif, ce n'est pas une bonne idée. Bien. Donc, problème d'implémentation. Problème d'alimentation. Donc, j'essaie d'être vraiment très concret. Donc, vous devez alimenter votre générateur, c'est-à-dire que vous devez lui donner une graine, un truc dont il va partir, donc une condition initiale. En général, une bonne façon de faire, c'est vous prenez la pendule de votre ordinateur et vous lancez le truc. Et en général, comme la description du temps dans votre ordinateur, ça se fait au pif, en général, ça va. Sauf que là, typiquement dans votre problème, vous avez besoin de produire beaucoup de nombres pseudo-aléatoires. Vous le faites, vous lancez ça en parallèle. Donc si vous prenez l'horloge de votre ordinateur pour alimenter tous vos générateurs, ils vont lancer beaucoup de tâches en même temps. Donc ils vont utiliser quasiment la même date pour alimenter tous les générateurs en parallèle. Donc en fait, les graines que vous utilisez au début sont complètement corrélées, donc ça met le bazar. Donc vous avez l'impression que vous avez beaucoup progressé avec beaucoup d'ordinateurs parallèles, et parce que vous utilisez des conditions initiales qui sont très très corrélées, il y a tout ce qui s'effondre, et en fait vous avez des nombres ordinateurs qui sont de très mauvaise qualité. Bien.
Problème général, donc là je cite des informaticiens. Problème général, dans tous les cas, on n'a pas de théorèmes généraux qui nous permettent de prouver quand deux séquences sont indépendantes. Donc je vous ai dit, rappelez-vous le problème, il ne faut pas que les 1, quand on les change en 0, voilà, donc ça c'est facile comme test. Mais en général, on vous donne deux nombres aléatoires. Est-ce qu'on a des outils ou des théorèmes pour nous dire c'est bon, ils sont vraiment indépendants? Globalement pas. Donc on a besoin de 10 puissance 20 nombres qui sont non corrélés, et globalement les mathématiques pour faire ça sont balbutiantes, enfin on a très très peu d'outils mathématiques pour faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait en pratique? On génère des choses, on fait passer des tests. Quand ça passe les tests, on se dit on est content, on sait que c'est pas parfait, et ensuite on croise les doigts. Donc là, typiquement, je vous ai mis les tests utilisés actuellement. Big, Grush, Crush Test. Donc c'est l'ensemble de tests les plus performants actuellement. Donc définir des tests, on est vraiment dans l'épistémologie là, c'est pour certifier, c'est un problème de certification. Donc définir des tests, les mathématiciens en définissent beaucoup. Le petit problème, c'est que la majorité des générateurs de nombres pseudo-aléatoires qu'on a ne passent pas les tests. Donc vous savez comment certifier, mais vous n'êtes pas capable, voilà, en général. Donc vous êtes embêté. Donc moralité, on a vraiment une tâche qu'on ne sait pas faire de façon optimale. On doit la faire tout le temps, de façon intensive, et ça demande beaucoup, beaucoup d'expertise. En informatique, il faut implémenter les choses, en mathématiques appliquées, et ça veut dire que si vous devez faire de la science, vous devez avoir des compétences très très élevées en mathématiques appliquées et en informatique pour bien implémenter les choses. Problème, c'est que les utilisateurs de jeux de nombres aléatoires, en général, c'est des gens qui n'ont aucune compétence en informatique et qui n'ont aucune compétence en mathématiques appliquées. Typiquement, c'est des biologistes. Ils doivent modéliser un truc, ils ont 10 puissance 20, ils savent à peu près ce qu'ils doivent faire, ils savent qu'à tel endroit, ils ont besoin de nombres aléatoires, et ensuite, ils ont besoin de 10 puissance 20, et puis ils ne sont pas du tout spécialistes de la question. D'accord ? Donc, il y a un gros problème. L'expertise, la marche est extrêmement haute. Les utilisateurs, en général, ne sont pas très, très au point là-dessus. Alors, bien sûr, ensuite, on peut demander à des spécialistes, mais enfin, globalement, donc on a un problème parce que c'est un problème qui est massif partout, pour tout le monde. Ce n'est pas juste les mathématiciens appliqués qui doivent résoudre le problème. Donc, il y a un problème d'expertise. Donc, on est extrêmement embêté pour bien résoudre ce problème. Alors, dans de telles situations, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, on s'organise, on divise le travail scientifiquement. Je suis biologiste, je vais demander à des collègues en maths appliquées, et puis surtout, j'espère qu'on va diviser le travail, des gens vont créer des générateurs de nombres aléatoires qui sont bons, et puis je vais pouvoir les utiliser avec mes ressources sur l'étagère. Et ce sera une bonne division du travail, et tout va bien. Donc ça, c'est ce que je décris sous le titre. En général, vous avez la communauté scientifique qui vient à votre rescousse, vous êtes aidé. C'est ce qui arrive tout le temps, on a besoin de faire plein de choses, on est spécialiste de ça, et il y a ça à faire, et il n'y a pas de souci, la communauté est organisée. Est-ce que la communauté est organisée et c'est rassurant? Alors en fait, il y a deux aspects du problème. Il y a l'aspect sur lequel la communauté peut vous apporter des réponses standardisées, et c'est la partie, donc typiquement, est-ce que votre générateur il a une période qui est longue? Ça, on peut vous le dire. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie du problème, c'est est-ce que votre générateur il est approprié à la dynamique particulière que vous étudiez? Et là, on a un problème parce qu'on a besoin de savoir, par rapport à un générateur particulier, si ça match, si ça colle pour une dynamique particulière. Donc il y a des ressources qu'on peut vous donner où ça sera standardisé. Tel générateur, il a une bonne période, il est très très grande période. Ça, on peut vous le dire de façon générale. En revanche, vous avez quand même besoin de réponses à des questions particulières. C'est est-ce que tel générateur, il est bon pour la dynamique de tel système physique que j'étudie? Et là, il va falloir de l'expertise très très spéciale, spécifique. Donc, retour à la réalité. Est-ce que, à minima, les ressources qu'on trouve dans nos ordinateurs, dans les bibliothèques, sont bonnes? Réponse. Donc ça, c'est une question empirique. Au sens, si on veut savoir si la science actuellement marche bien, on a besoin de savoir si les ressources qu'on trouve dans nos bibliothèques d'algorithmes, en fait, sont bonnes pour les tâches en général. Retour à la réalité. Donc ça, c'est 2010, c'est un spécialiste de la question qui essaie d'aider les gens en leur disant voilà ce qu'il faut faire, pas faire. Règle numéro 1, n'utilisez pas les générateurs de nombres aléatoires qui sont présents dans toutes les distributions standards. Ils sont mauvais. Par rapport à vos besoins, ça ne marche pas. Alors quand je dis c'est pas une exception, donc ensuite il commence à s'amuser à lister un petit peu où c'est que c'est mauvais, il ne faut vraiment pas utiliser. Donc standard Perl, Python, Java, C, MATLAB, Mathematica. En fait, ça, c'est toutes les distributions, c'est tous les codes standards, mais c'est aussi toutes les librairies standards qui vous fournissent des générateurs de nombres aléatoires. Donc globalement, vous ne pouvez pas du tout vous attendre à ce que votre bibliothèque préférée de mathématiques vous aide. Vous pouvez vous dire, ah, peut-être que c'est parce que c'est des bibliothèques qui sont généralistes.
Enfin, c'est généralisé, mais c'est fait par des gens compétents. Enfin, vos ordinateurs, c'est Mathematica, c'est les langages de base de vos ordinateurs. Enfin, c'est Fortran, c'est les trucs faits par des communautés de gens extrêmement compétents. Donc on s'attend, c'est normal de s'attendre à ce que ces gens-là fournissent les bonnes choses. Réponse, non. Bon, vous vous dites, on a peut-être été un peu trop optimiste, on va quand même aller voir les bibliothèques spécialisées. Donc, typiquement, allez voir les... Alors, si vous êtes en physique nucléaire, vous vous dites, bon, ben, je vais utiliser la bibliothèque d'algorithmes fournie par ma communauté de physique nucléaire. La physique nucléaire est un des endroits où on a le plus besoin de nombres pseudo-aléatoires. Donc là, il y a des environnements de travail standards en physique nucléaire. Typiquement, donc l'une des meilleures classes d'algorithmes, c'est Class Library for High Energy Physics, c'est la librairie du CERN. Le CERN, c'est là où on fait tous les calculs vraiment méchants en physique. La Suisse, la France, il y a un anneau, ils font des croches. Voilà. Donc globalement, on ne peut pas avoir meilleur comme librairie d'algorithmes. Bon, ben là aussi, il y a des gros problèmes. Donc globalement, même si la meilleure librairie spécialisée a potentiellement plein de problèmes, globalement, donc c'est pour ça, règle numéro 2, utilisez une librairie spécialisée. Réponse, non. Règle numéro 1, n'utilisez pas les librairies. Donc à la fin, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez implémenter vous-même un nombre générateur de nombres pseudo-aléatoires dans votre code et vous-même le choisir pour être certain que ce soit bon. Mais là, vous dites, mais c'est la catastrophe comme réponse. Justement, j'allais vers des librairies spécialisées parce que j'avais des problèmes pour trouver les choses, parce que je n'étais pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste, la réponse qu'on me donne, c'est faites-le vous-même. Bon, donc on est un peu embêté. Donc, ça veut dire globalement, la communauté scientifique n'est pas d'une grande aide. Bon, alors, il faut moduler un peu la réponse, ça dépend de vos besoins, bien sûr. Mais pour beaucoup de besoins, ça ne suffit pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, là, j'ai récapitulé les règles. Donc règle numéro 1, n'utilisez pas les générateurs fournis par les distributions. Règle numéro 2, utilisez un bon générateur et construisez-le vous-même dans votre code. Donc là, il y a besoin d'une... OK. Attention à l'implémentation. Ah oui, parce qu'on vous fournit le truc, il faut quand même bien l'implémenter dans votre code. Donc c'est pas... Il y a un petit travail d'adaptation. Règle numéro 4, testez-le de nouveau. Parce qu'en fait, vous avez une connaissance, vous savez que le générateur que vous utilisez, il est potentiellement bon, mais dans ses descriptions mathématiques abstraites. Sauf que là, vous en mettez une version particulière dans votre ordinateur. Donc, il faut vraiment retester les choses pour être certain que c'est bon. Étape, donc ça, vous faites les tests généraux. Étape numéro 5, vous allez l'utiliser pour une dynamique particulière. Donc, vous allez le tester sur tous les cas vous avez déjà étudié cette dynamique en général pour des cas particuliers. Typiquement, votre billard, vous l'avez utilisé quand les boules sont là et là, vous savez ce que ça donne. Bref, quand vous avez un système physique, vous savez ce que ça donne dans certains cas. Donc vous dites, donc sur tous les cas sur lesquels vous connaissez le résultat, vous vérifiez que ça marche. C'est ce qu'on appelle calibrer. Donc vous calibrez sur tous les cas proches, et une fois que vous avez fait ça, vous croisez les doigts. Et vous vous dites, j'ai fait tout ce que je pouvais, et voilà, bien. Donc là, c'est la liste, on va dire, un peu minimale des choses qu'il faut faire, et donc à la fin, quand même, liste... Conseil numéro 6, croisez les doigts à la fin, parce qu'en fait, il peut y avoir des corrélations cachées que vous n'avez pas vues et vous êtes embêté. Bien. Donc on va dire, exigence minimale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les scientifiques fassent tout ça? Et en fait, réponse non. Alors, réponse non. Réponse non et parenthèse, donc ça c'est suggestion de programme de recherche. Ça serait bien de savoir comment, en pratique, les scientifiques font faire des enquêtes empiriques pour savoir ce que font les scientifiques quand ils créent du code, quand ils écrivent des codes informatiques tout le temps. Ils ne sont pas spécialistes. Les gens qui écrivent du code, en général, ne sont pas spécialistes de l'écriture de code. Quand ils font des calculs en mathématiques appliquées, comment ils font? En fait, tout ça, on ne sait pas très bien. Chacun a son idée, mais globalement, on ne sait pas. Et puis, donc, suggestion bibliographique, également bienvenue là-dessus, j'ai rien trouvé. Mais de même, quand vous devez utiliser un software, qu'est-ce que vous faites? Bon, je vais sur Internet, j'ai besoin d'un truc qui me classe ça, j'ai besoin d'un truc qui fasse du zoom, j'ai besoin... Comment vous faites pour choisir? Comment font les utilisateurs? Et comment font les utilisateurs plus spécialisés, les scientifiques? Alors, comment ils font? Sachant que souvent, c'est pour faire des tâches épistémiques, c'est des choses, on produire de la connaissance, et tout en dépend. En fait, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, mais on peut essayer de deviner. Alors, on peut essayer de deviner, c'est ça. On connaît les caractéristiques du problème, et du coup... on se demande que font les êtres humains quand ils sont en face d'un problème de ce type, en général. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que font les gens pour choisir leur générateur de nombres pseudo-aléatoires, là, il faudrait une étude empirique. À chaque fois que j'ai parlé à des physiciens, ils me disent « oui, je fais à peu près ce que tu penses que je fais ». Je suis d'accord, donc je devine bien, mais
je ne sais pas, il faudrait une enquête solide. Donc l'enquête solide empirique, méthodologiquement, je ne l'ai pas. Donc je vais faire je vais deviner de façon éduquée. Éduquer, ça veut dire qu'on connaît plein de choses en sociaux, en psycho, sur le comportement des créatures que nous sommes. Alors, donc je vous dis, bon voilà, donc c'est un problème dans lequel les risques sont cachés. Que font les êtres humains, et les scientifiques en particulier, quand ils doivent affronter un problème dans lequel il y a des risques, mais les risques ne sont pas très très visibles? Qu'est-ce qu'on fait quand on affronte un problème sur lequel on n'a pas beaucoup de ressources, et le problème, il vous demande beaucoup de ressources, c'est-à-dire potentiellement il y a 6 mois de travail, mais il y a une solution qui est peut-être réalisable en 10 minutes. 10 minutes, c'est j'utilise mon ordinateur, génère-moi un nombre pseudo-aléatoire. Ça, c'est très rapide, hein. On lui demande, il vous le fait tout de suite. Mais vous savez que ce n'est pas très bon. Du coup, il faudrait peut-être que je fasse le truc moi-même. Ah oui, mais ça va peut-être vous prendre un mois. Donc, que font les utilisateurs, les êtres humains usuels quand ils ont un espace de solutions dans lequel il y a des solutions qui sont oh, ça c'est rapidement, je peux le faire rapidement, et ça, ce serait mieux, mais oh là là, c'est beaucoup de boulot. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait quand la chose vertueuse à faire, ça c'est pour Roger, n'est pas très bien connue? Au sens, la chose vertueuse à faire, là, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Il y a une liste de choses à faire, mais à la fin, on ne sera jamais certain qu'on a fait la bonne chose, qu'on a été assez vertueux, qu'on a fait assez de tests. Donc, il dit, soyez vertueux, mais vertueux jusqu'où? En fait, on ne sait pas très bien. Donc, une fois que vous commencez à chercher vos corrélations, où c'est qu'on s'arrête? Donc, la vertu, elle ne vous dit rien là-dessus. Vous dites, il faut le faire, mais jusqu'où, on ne sait pas. Qu'est-ce que fait dans ce que j'appelle les problèmes du type de JGS? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites votre tâche, et si vous vous trompez, vous ne le savez pas, et personne ne le sait? Ce qui est globalement le cas. Vous générez tout seul vos nombres pseudo-aléatoires, vous publiez vos résultats scientifiques, il y a peut-être un problème, vous n'êtes pas capable de le voir, et les gens qui vont vous lire ne seront pas capables de le voir. Donc ce que j'appelle un problème du type de JGS, c'est globalement, si je fais une bêtise, personne ne le sait. Donc JGS, il peut faire toutes les bêtises qu'il veut, hein, il est invisible. Hein, bon. Donc voilà, donc tout ça, c'est des façons d'essayer de caractériser le problème et d'essayer de se renseigner en psycho sur ce que font les utilisateurs dans ce type de solution. Bon, et alors en fait, tout ce que je vous ai listé ici, donc c'est des façons de caractériser le problème. Ah oui, il y a aussi, qu'est-ce qu'on fait quand globalement on est en train d'utiliser des technologies? Et en fait, toutes ces façons de caractériser le problème nous indiquent à chaque fois qu'on regarde ce qui se passe, ce que les psychologues nous disent, que globalement, les gens ne font pas la bonne chose dans toutes ces situations. Globalement, il y a des risques, mais en fait, ils ne les regardent pas, ils les oublient. Alors, par exemple, quand il y a des situations qui vous demandent, il y a des solutions faciles, pas très bonnes, mais faciles, et des solutions beaucoup difficiles, très difficiles et bien meilleures potentiellement, en général, les gens ils font la solution facile. Les gens et les scientifiques aussi. Ce qu'on va appeler les heuristiques. Donc on est obligé d'appliquer ce qu'on appelle une heuristique, c'est-à-dire une façon de résoudre le problème qui n'est pas optimale. On sait qu'on ne peut pas parfaitement résoudre le problème, donc on utilise une solution qui est juste correcte, et il faut décider comment on fait. Donc les availability heuristics, c'est-à-dire les gens ont tendance à prendre la solution qui ne demande pas beaucoup de travail, et les scientifiques aussi en particulier. Donc voilà, ça c'est une façon de décrire le problème. Alors, ensuite, on peut le décrire de façon un petit peu plus serrée. Globalement, comme je vous l'ai dit, les outils disponibles ne sont pas très bons. Plusieurs solutions, développer sa propre expertise. Ça, c'est pas une solution. Vous avez besoin d'une expertise en mathématiques appliquées qui est épouvantablement élevée. Vous faites de la biologie, c'est pas très tentant. Vous pouvez également aller demander à un collègue. Mais demander à un collègue, donc il faut aller trouver un collègue qui soit intéressé dans ce que vous faites, dans votre tâche en biologie, qui soit dans le département de mathématiques appliquées, qui s'intéresse assez à votre problème pour aller vous aider, et voilà. Alors dans certains cas, c'est possible. Si vous êtes très très riche, et en général les biologistes sont très très riches actuellement, les physiciens beaucoup moins, les philosophes ont beaucoup moins besoin de nombres pseudo-aléatoires, donc c'est pas très grave. Donc globalement, les biologistes sont riches. Donc souvent dans leurs équipes, ils peuvent avoir quelqu'un qui s'occupe du code, quelqu'un qui s'occupe des mathématiques appliquées. Mais pas toujours. Donc ça, ce serait, on va dire, une bonne heuristique. Allez demander à un expert. Mais ça peut être une heuristique qui coûte cher, parce que collaborer, ça veut dire, faut aller trouver quelqu'un à Vendôvre-les-Nancy. Vous connaissez personne à Vendôvre-les-Nancy, bon, sauf le gentil Nazim qui est derrière. Mais là-bas, les collègues, il fallait les intéresser. J'ai un petit problème, ça ne va pas forcément les intéresser. Donc que ça se fasse la rencontre, et que vous trouviez la bonne personne qui va vous aider, qui va accepter de donner beaucoup de son temps pour résoudre un problème en biologie où la personne elle est en mathématiques appliquées, c'est pas du tout évident que ça se fasse. Donc ça se fait dans certains cas, mais pas toujours. Donc ça, c'est un peu la nature et le coût des différentes options. Donc les options qui sont vertueuses, elles coûtent en général très cher et sont difficiles à réaliser. Contexte de la tâche,
Alors, quel est le contexte? C'est globalement, vous avez un problème de biologie très compliqué à réaliser, et générer des nombres pseudo-aléatoires, c'est important, mais c'est juste un problème parmi 150 que vous avez à résoudre. C'est important, vous le savez, mais globalement, vous avez beaucoup de problèmes. Donc en fait, c'est pas... Si vous êtes en train de faire vous étudiez les nombres aléatoires, en fait, bon, ben là, c'est central pour vous. Mais en général, c'est pas du tout quelque chose qui est central. Donc c'est, on va dire, une tâche complètement périphérique dans ce que vous faites. Je caricature un petit peu, mais pas tant que ça. Donc en général, vous n'allez pas beaucoup vouloir vous investir beaucoup là-dessus. J'ai eu confirmation d'un grand physicien il y a 10 jours qui m'a dit « Oui, en fait, c'est exactement ce qui se passe. On sait que c'est important, mais globalement, il faudrait aller trouver un collaborateur ou faire 3 mois de boulot. Enfin, à la fin, ce qui m'intéresse, c'est la physique, c'est pas les mathématiques appliquées. Donc à la fin, on utilise notre générateur qui est fourni, que tout le monde utilise, et on sait que ça va pas. » Bon, un grand physicien. NYU. Quels sont les différents risques? Donc les risques, globalement, d'abord, les échecs, vous en rendez pas compte. Pourquoi vous en rendez pas compte? Parce que souvent, c'est dur de se rendre compte de l'échec. Vous vous rendez pas compte que vos nombres ne sont pas bons. Et puis surtout, le résultat scientifique, en général, un résultat scientifique, on a des attentes, mais souvent on est surpris, donc on ne sait pas ce qu'on doit obtenir. Donc vous ne pouvez pas dire « j'obtiens pas le bon truc, donc j'avais faux ». Puis en plus, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez avoir faux. Donc globalement, il y a peu de chances que vous identifiez quand il y a un problème. Globalement, donc c'est complètement opaque. Globalement, si vous vous trompez, on ne va pas vous blâmer beaucoup parce que les gens ne s'en rendront pas compte. Alors, bien sûr, les scientifiques, ça marche à la réputation. Quand vous publiez des énormités, les gens disent en général, vous n'arriverez pas à publier. Et puis, des fois, vous arrivez à publier, et 2 jours après, on dit ce que tu as publié, c'est une énormité, et vous êtes à riser de tout le monde. Sauf que là, personne ne va s'en rendre compte. Donc, en fait, les scientifiques marchent que beaucoup à l'estime et ils veulent avoir une bonne réputation. Mais là, les coûts réputationnels sont potentiellement pas très élevés. Bon. Et dernier problème très très embêtant, c'est comme vous ne détectez pas les erreurs, aucune amélioration va se faire de façon naturelle. Quand vous écrivez, quand vous apprenez à écrire, vous écrivez, vous dites c'est moche ce que j'ai écrit. Vous voyez que c'est moche, donc l'erreur, vous en rendez compte, et vous vous améliorez. Donc, on va dire il y a des boucles de rétro-apprentissage. Si vous n'êtes pas capable de détecter que vous ne faites pas bien la tâche, globalement, il ne peut pas y avoir de boucle de rétro-apprentissage, ni au niveau individuel, ni au niveau communautaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui naturellement s'améliore. Il y a des tâches qui sont difficiles, mais on apprend tout doucement parce qu'on voit qu'il y a des... Voilà. Là, il y a juste quand les mathématiciens appliqués voient qu'il y a un problème majeur, ou que tout d'un coup on tombe sur un problème majeur qu'on n'avait pas, et que tout d'un coup on dit « Ah ben là ça ne marche pas, vraiment c'est faux ». Mais c'est un coup de chance. Mais autrement, il n'y a pas de boucle de rétro-apprentissage naturel. Donc, globalement, on est très embêté. Et donc voilà, c'est ce que j'ai appelé la permissivité du contexte collectif. Donc, que vont faire les gens? En général, ils vont faire un petit peu comme font tout soit ils vont prendre ce qui est à proximité dans leur bibliothèque de nombres pseudo-aléatoires, soit ils vont demander un petit peu autour d'eux « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» Une fois que vous avez demandé autour de vous « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» « Oui, tu fais ça, je fais la même chose. » Et puis voilà. Et puis c'est rationnel, au sens où vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, voilà. Et puis à la fin, vous faites un peu comme votre communauté. Vous dites « Je ne fais pas moins pire que les autres. Donc, je fais aussi pire que les autres. » Et puis voilà. Bien. Donc, ça c'était pour Roger, sur les individus urtifères. Bon, voilà. Donc on en est là. Et donc en fait, de nouveau, quand je retrouve toutes les caractérisations de mon problème, m'indiquent, donc ça c'est les caractérisations liées à ce que font les agents quand on décrit des tâches et ce qu'on sait à propos de leur vertu en accomplissant ces tâches. Donc ça c'était mon diagramme ici. Quand je regarde ensuite dans le détail, que je vais chercher la littérature en psychologie, alors juste sur la recherche d'informations. Donc ça c'est, est-ce que vraiment les scientifiques, vous pourriez vous dire, les scientifiques font beaucoup plus, ne succombent pas aux heuristiques de disponibilité. Vous dites les scientifiques, c'est leur boulot. Donc ils vont vraiment investir beaucoup. Donc question qu'on se pose, c'est quand les scientifiques ont une tâche à faire et qu'il y a différentes façons plus ou moins rapides de faire, que c'est central pour leur activité, mais qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font pas forcément très bien la tâche, est-ce qu'ils vont y passer beaucoup de temps? Donc là, c'est difficile de trouver des situations un peu comparables sur lesquelles on a des informations. Alors il y a quand même une situation qui est très comparable, c'est la recherche bibliographique des scientifiques. La recherche bibliographique, c'est central dans l'activité scientifique. Si vous ne le faites pas bien, c'est pas bien. Au sens où vous allez manquer de beaucoup d'informations. Donc les gens qui sont spécialistes, donc ça c'est les camarades du CREM par exemple, de Infocom, qui peuvent faire de la science de l'information et de la communication de façon empirique, étudient comment vous cherchez dans les bibliothèques.
comment vous cherchez avec Google. Et ils ont également étudié comment font les scientifiques qui recherchent de l'information, c'est-à-dire de l'information sur leurs problèmes. C'est central pour bien traiter leurs problèmes. Il y a des façons rapides de trouver l'information, Google, pas très bon, mais très très rapide. Et puis, il y a des façons beaucoup plus serrées, je fais la vraie recherche bibliographique pour trouver les choses dont j'ai vraiment besoin, et ça va être central. Bon, les résultats empiriques des études en Library Science indiquent que les scientifiques sont aussi paresseux que nous quand ils font de la recherche bibliographique. Au sens, ils utilisent eux-mêmes Google, enfin des trucs qui sont très rapides et ils ne vont pas y passer beaucoup de temps, alors que c'est central pour leur activité. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste vraiment un problème qui est structurellement très proche du problème qu'on a là, qui est, je sais que j'ai des solutions qui mettent beaucoup de temps à trouver, et des solutions qui sont très rapides, mais qui sont très mauvaises. Bien. Du coup, est-ce qu'on peut avoir confirmation de ça? Alors oui. Alors, les confirmations qu'on peut avoir, c'est quand on a des très mauvaises surprises en sciences. Donc typiquement, en 1992, on se rend compte que le générateur qui est le meilleur sur le marché, en fait, il n'avait pas passé assez de tests, et tout d'un coup, il commence à donner des résultats très mauvais sur des résultats de base de physique. Et donc là, vous avez toute la communauté scientifique, et il y a l'estomac qui remonte. On utilise les meilleurs trucs qu'on a, et en fait, on n'a pas assez testé. Bien. Alors, une façon très coûteuse de détecter les problèmes, très coûteuse mais intéressante, c'est de dire, vous prenez 2 générateurs de nombres pseudo-aléatoires en parallèle, que vous jugez très très bons, voire même 3 ou 4, et vous faites la tâche 4 fois. Si 4 fois vous utilisez le bon résultat, vous obtenez le bon résultat, c'est bon. Il y a très peu de chances que les 4 se trompent de la même façon. S'il y en a un qui commence à se tromper et que les 3 c'est bon, voilà. S'il y en a 2, vous êtes très embêtés. Donc il y a des gens qui s'amusent à tester ça, c'est-à-dire des gens qui sont experts en mathématiques appliquées, et qui à la fin disent, bon, c'est un peu la grâce des dieux, donc maintenant on va tester les choses. Donc ils prennent les meilleurs générateurs de nombres pseudo-aléatoires qu'ils connaissent, ils les appliquent à des tâches, sur lesquelles, et puis ils regardent ce que ça donne. Donc il y a des gens qui s'amusent à faire ça, en chimie par exemple, et qui se rendent compte qu'ils prennent 3 ou 4 générateurs de nombres aléatoires, et puis il y en a un sur 4, ils ne savent pas pourquoi, qui ne donne pas pas comme les 3 autres. Alors que globalement, on avait coché toutes les bonnes cases. Moralité, sueur froide. Bon. Il me reste 5 minutes, c'est ça? Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vous ai montré que, globalement, les individus scientifiques sont complètement démunis par rapport à leur cognition. Enfin, ils sont face à un problème que, logiquement, scientifiquement, ils ne sont pas capables de résoudre. Donc, il y a des tâches, si je vous demande de prouver que quelque chose est une tautologie ou non en logique des propositions, les bibliothèques et tout, on n'en a pas besoin, je le fais avec un papier et un crayon, j'ai l'expertise, c'est bon. Donc là, on est sur des tâches que les gens ne peuvent pas faire tout seuls. Donc, la seule façon de bien le faire, c'est d'avoir une aide dans sa communauté. Ça dépend de la situation, des cultures, des connaissances, et surtout de la façon dont les communautés sont organisées pour vous fournir les bons outils. On est dans une situation où on a quand même de très bons générateurs de nombres pseudo-aléatoires, même certains qui sont très courts. Il y en a qui font 10 lignes. Il y en a un qui s'appelle les KISS générateurs, qui sont très courts à écrire, donc qui sont très bons. Donc en fait, on en a qui sont quand même très très bons, ou les Mersenne Twisters, qui sont vraiment excellents, mais qui ne sont pas du tout dans tous les outils qui sont disponibles. Ce qui veut dire que s'ils ne sont pas là, alors ça c'est un état de fait un peu contingent qui est, mais pourquoi dans C, Mathematica, MATLAB, les générateurs sont-ils aussi mauvais? Alors ça c'est même un fait à essayer d'expliquer, au sens c'est étonnant. Alors une des raisons c'est que sans doute que les gens qui font ça ne sont pas spécialistes de mathématiques appliquées, enfin ils s'en moquent, ou voilà, mais rien que ça, globalement ça veut dire que l'environnement dans lequel vous travaillez, c'est crucial pour la fiabilité de la tâche. Actuellement, les environnements sont complètement sous-optimaux. Donc, ça veut dire que notre science pourrait être bien meilleure. Elle est dans un état, par rapport à ce problème-là, qui n'est pas extraordinaire. On pourrait l'améliorer, mais voilà. Alors, une des façons de l'améliorer, typiquement, ça serait une des grandes, qu'on a des problèmes de ce type-là, c'est les standards. Donc ça, c'est une solution qu'on a même dans le commerce, dans les labels, dire faire un label rouge. Label rouge, c'est une bonne viande de bonne qualité. Là, les spécialistes disent qu'il faudrait réussir à s'auto-organiser au niveau social et communautaire pour avoir des standards, des certificats de qualité des nombres pseudo-aléatoires. Le jour où vous faites ça, peut-être que dans C, dans Mathematica, ils seront bons, vos générateurs. Pour l'instant, il n'y a pas ça, donc personne ne sait qui est bon ou pas bon. Ou vous pouvez trouver des tutos, voilà, mais globalement, la culture, qui pourtant, pour le coup, n'est un... Donc il y a une partie de la culture qu'on pourrait acquérir au niveau des communautés, cette culture n'existe pas. Il y a juste des gens qui disent « attention, attention » et ils vous écrivent 10 pages comment faire. Mais ce n'est pas profondément ancré.
Donc de nouveau, confirmation de physiciens en activité qui disent « je confirme ». Bon, et même si vous aviez cette culture complètement ambiante, ensuite il reste un problème d'organisation, parce que rappelez-vous, à la fin, c'est un problème qui est complètement contextuel. Au sens où quand vous avez passé tous les tests, à la fin, vous avez un candidat qui est potentiellement bon, vous lui avez fait passer tous les tests, mais idéalement, il faudrait l'étudier de façon intensive par rapport à la dynamique mathématique qui vous intéresse. Et ça, si vous ne le faites pas, donc ça, c'est un travail dédié qui demande beaucoup de ressources cognitives d'un spécialiste de haute volée. Et ça, si vous n'êtes pas organisé au niveau des communautés pour que les spécialistes soient nombreux, accessibles, bon, c'est pas possible. Hein. Alors c'est possible pour les gens très riches, sans doute, qui ont plein de projets de recherche très financés, mais globalement, la recherche est pas assez financée, on le sait. Mais les gens qui sont très riches, bon, actuellement, c'est les biologistes, mais même pas tous, quoi. Donc globalement, c'est un problème de culture, et même quand c'est un problème de culture, à la fin, pour mieux résoudre le problème, il faut réussir à faire une bonne organisation sociale. Et si on n'a pas cette bonne organisation qui met ensemble les bonnes personnes, globalement, on sait que vous allez utiliser des nombres pseudo-aléatoires qui ne seront pas très bonnes, pas très bons. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos résultats, ils sont altérés. Jusqu'à quel point ils sont altérés, c'est dur. 10%, 20%, 5%, on ne sait pas très bien. Donc, bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, pour revenir à mes questions initiales, donc j'ai essayé de vous montrer. Donc, conclusion, alors, est-ce qu'il y a une crise? Actuellement, il y a une crise de la reproductibilité en sciences. On se rend compte que nos activités scientifiques ne sont pas reproductibles, ce qui est globalement gênant. On pense que la science est reproductible, et typiquement en psychologie, on se rend compte qu'on n'arrive pas à reproduire les expériences de psychologie. En informatique, on se rend compte, alors l'informatique, c'est le truc qui devrait être vraiment reproductible. Il y a des gens qui s'amusent à reproduire des résultats en informatique, et en fait, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas très bien. Donc il y a des études standards où ils prennent toutes les publications qui ont été faites en 2010 dans telle revue top en informatique, on essaie de reproduire, on se rend compte qu'il y a 37% des résultats qu'on n'arrive pas à reproduire. 37%, c'est beaucoup. Et c'est dans une bonne revue, dans une très bonne revue. Donc dans les moins bonnes revues, peut-être que... Bon, bref. Donc voilà, donc il y a une crise de reproductibilité globalement dans la science. Il y a peut-être une crise sur les nombres pseudo-aléatoires. Ce qui est juste embêtant, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quel point il y a une crise, s'il y en a une, parce que c'est très très difficile de nouveau de détecter les erreurs. Pour la reproductibilité, vous essayez de reproduire quelque chose, vous n'y arrivez pas, vous voyez. Pour le nombre pseudo-aléatoire, c'est pas aussi facile. Alors, comme je vous l'ai dit, éventuellement, vous lancez le truc, vous lancez trois générateurs en même temps, et vous voyez si vous obtenez les mêmes résultats. Mais enfin, c'est extrêmement lourd. Et puis quand vous devez lancer 3 fois votre enquête, il faut savoir coder, il faut avoir les codes, ça dépend de plein de choses. En fait, c'est très difficile à faire. Donc en fait, il y a peut-être une crise, ou non. En tout cas, les grands spécialistes de cette question-là, en mathématiques appliquées, disent « attention, attention, attention ». Les gens qui, dans les communautés en biologie, en physique, sont au courant, disent « oulala, attention, attention ». Et puis les gens qui ne sont pas trop spécialistes disent « on utilise et puis il y a des soucis ». Donc, est-ce qu'il y a une crise? Peut-être. Jusqu'à quel point? C'est compliqué de le savoir. Est-ce qu'on peut progresser? Oui. En formant les cultures adéquates, en s'organisant, faire des standards label rouge. Ça ferait une belle coordination sociale qui ferait que notre science serait de globalement meilleure qualité. Mais coordonner des agents, c'est très difficile. Donc actuellement, on n'y arrive pas à coordonner les agents là-dessus. Donc, ça, je vais sauter. Donc, est-ce que c'est juste un problème d'éducation et de culture? Oui et non. Oui, au sens, il faudrait former mieux les gens en biologie, en physique, à ces questions-là. Ça, on peut le faire. Donc, ça, problème d'éducation scientifique. Ensuite, il faut également une culture. Ce que j'appelle la culture, c'est ce que vous avez qui est facilement accessible, les ressources culturelles. Une bibliothèque de nombres pseudo-aléatoires, oui, c'est une ressource culturelle. Mathématique, mais c'est de la culture. Donc de même, la culture ambiante et la culture scientifique ambiante, et donc ce qui est dans vos bibliothèques, selon que c'est bon ou c'est pas bon, ça vous aide plus ou moins. Donc actuellement, on a des cultures informatiques qui sont pas extraordinaires, ça c'est pas très bon. Il y a de l'organisation sociale, et puis à la fin, ça résout quand même pas parfaitement le problème, parce qu'ensuite, c'est vraiment des problèmes complètement contextuels. Donc on peut calibrer les choses au mieux, mais à la fin, ça reste un problème contextuel. Donc là, il faudrait de l'expertise, mettre en contact les gens et avoir assez de mathématiciens qui vous aident. Et on n'a jamais assez de mathématiciens. Donc globalement, c'est un problème qui est effectivement une question de dépister. Donc pour avoir une science qui soit fiable, oui, c'est un problème de cognition et de choix bien informés. Il faut lutter contre la cognition naturelle et s'organiser socialement dans les communautés pour bien faire la tâche. Et si on ne le fait pas, on est certain que la tâche ne sera pas très très bien faite. Donc c'est vraiment un problème socio-cognitif au niveau du choix.
Donc, je reviens à mes off-the-shelf, donc à mes ressources qui sont dans la bibliothèque. En fait, donc ça, c'est... Il y a différents types de ressources, de sources de contenu dans la science. Il y a les individus, il y a les groupes, il y a les journaux, il y a les bibliothèques. Donc tout ça, c'est des choses qui vous fournissent des contenus. Et puis voilà, il y a les outils qui vous donnent des contenus que vous utilisez pour faire autre chose. Donc typiquement, là, mes générateurs de nombres pseudo-aléatoires, c'est des ressources. Et tout ce que j'appelle les ressources sur l'étagère, qui vous fournissent des contenus que vous utilisez pour créer des connaissances. Donc si vous prenez des mauvais contenus, globalement, vous altérez ce que vous avez. Bien. Donc, toutes ces questions-là, donc les groupes, les journaux, enfin, ça mérite une analyse épistémologique propre. Et donc là, ce que les gens en philosophie des sciences discutent de plus en plus, c'est tous ces off-the-shelf resources, tous ces outils épistémiques qui sont centraux dans la production de la connaissance, toutes ces boîtes noires, comment ça marche et comment est-ce que c'est problématique ou non de les utiliser. Et donc là, en fait, ce que j'ai implicitement suggéré, c'est qu'il y a différents types de ressources de base qui sont sur l'étagère. Il y a des ressources pour lesquelles, donc d'abord j'ai dit que ce n'était pas homogène, et puis surtout, il y a différents types. Il y a des ressources pour lesquelles on peut vous dire, si vous l'utilisez dans telle ou telle condition, c'est bon. Donc ça, c'est quand vous êtes dans les conditions d'utilisation, on vous garantit que ça marche. Ça, c'est la situation optimale. Et du coup, d'un point de vue épistémologique, la seule difficulté, c'est de savoir est-ce que je suis dans les bonnes conditions d'utilisation. Ce qui n'est pas forcément facile. Bon. Mais, bon. Et là, il y a d'autres types de ressources qui sont beaucoup plus contextuelles, et en fait, c'est celles dont on a parlé aujourd'hui, qui sont les ressources dans lesquelles on vous dit si vous êtes dans telle ou telle condition, ça ne marchera pas. Typiquement, si la période de votre générateur elle est trop petite, ça ne marchera pas. Donc on vous liste des conditions dans lesquelles ça ne marchera pas, et si donc, vous cochez toutes les cases pour ne pas être dans ces conditions, vous dites ah mais non, je suis dans les bonnes conditions, mais vous n'avez pas de garantie que ça marche. Bon, donc ça c'est le premier point. Donc là on est plutôt dans ce type de situation dans lequel vous n'avez pas de garantie de conditions d'utilisation générale dans votre conditions d'utilisation de votre aspirateur qui vous garantit que ça marche. Et en plus, même quand vous êtes dans les bonnes conditions, dans tous les cas, il y a une étude spécifique à faire. Au sens où on vous dit, voici les conditions générales, et une fois que vous avez coché toutes les bonnes conditions générales, ensuite, dans tous les cas, il y aura une étude spécifique à faire pour voir si dans votre cas particulier, ça marche. Donc il n'y a aucune garantie standardisée. Et donc, à la fois, vous devez utiliser les outils sur l'étagère, vous n'avez pas le choix, parce que c'est trop compliqué, donc vous devez le faire, mais à la fin, vous avez quand même un problème particulier à résoudre qui est, est-ce que l'outil, en fait, est vraiment approprié à ma bonne tâche, même si je coche toutes les bonnes conditions. Donc, en résumé, j'ai essayé de montrer que la question de culture et d'environnement de travail, c'était crucial pour cette tâche d'un point de vue épistémologique. Pourquoi ? Parce que toutes ces variables, donc l'environnement de travail, ont un impact direct sur la fiabilité des enquêtes. Donc là, je suis en train de vous dire, la culture, ça peut compter d'un point de vue épistémologique. Donc ça, on va dire, c'est fait. Et je conclus en disant que c'est vraiment d'un point de vue explicatif, c'est crucial. Pourquoi ? Parce que si vous voulez expliquer pourquoi qu'un acteur particulier a utilisé dans une tâche scientifique telle ou telle chose, il ne sera pas capable de justifier. Donc si vous prenez juste ces justifications, il peut vous dire j'ai fait ça parce que ça, ça et ça, et ensuite pourquoi ça a marché ? C'était juste de la chance. Alors si vous en restez juste à une description en termes de contenu, c'est-à-dire de la description du générateur, de ce que savent les personnes qui les utilisent, donc ce qu'ils ont dans leur tête, donc les contenus mentaux qu'ils ont dans leur tête, c'est j'ai fait ce que je pouvais et puis j'ai eu de la chance. Sauf qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de chance. Donc si vous restez à juste une description, on va dire, complètement internaliste de ce qui se passe et des taux de succès, en fait, vous dites ils avaient telle ou telle raison et ensuite c'est de la chance. Alors lorsque là, j'essaie de vous montrer qu'en fait, ce n'est pas complètement de la chance. Si on veut expliquer que les gens sont plus ou moins efficaces dans la science et que c'est plus ou moins fiable, il faut regarder les variables comme l'environnement de travail, les cultures qui ont été développées. Et c'est ça qui va pouvoir vous dire que parce qu'on était dans un bon environnement de travail, du coup, mes résultats sont globalement souvent bons, même si à la fin, il y a des problèmes. Donc si je veux expliquer, on va dire, le degré de fiabilité de la science sur un truc comme ça, j'ai besoin de prendre mes variables, on va dire, culturelles et sociales, si je veux être capable d'expliquer un état de fait épistémologique. Et c'est genre juste au discours des agents, comme les agents, globalement, ils disent « je sais pas », ils ont essayé, et c'est juste une question de chance. D'accord ? Donc même d'un point de vue explicatif, il me semble qu'on est dans un cas où ces aspects culturels, environnementaux, deviennent indispensables d'un point de vue explicatif. Merci de votre attention et j'étais trop long.
pense que tu as pensé à Roger Puvet aussi, du point de vue de cette présence de la méthodologie aristotélicienne. Un petit oui. Hein. Non, qui exige tout simplement la prise en compte de la complexité de l'affaire déventoire, donc l'impossibilité de te fier à des principes tout faits, la nécessité de la constante adaptation face à l'objet qui garde une certaine dynamique, etc., etc. Donc je voulais juste savoir si dans ton travail, il y a une présence consciente de cet élément aristotélicien. Alors, je ne vais pas répondre sur l'aspect aristotélicien. En revanche, je vais répondre sur l'aspect méthodologique. Effectivement, donc, on parle d'une question qui est une question très générale en philosophie des sciences et en épistémologie, qui est, quand on veut expliquer la science, comment on doit décrire les choses pour comprendre. Si vous êtes chez Popper, les théories, c'est falsifié, logique purement abstraite de la science. Bon. Et donc, on se demande, qu'est-ce qu'il faut intégrer? Bon. Donc ça, c'est le problème général qu'on a. Et bon, donc voilà, il y a des décennies d'arguments. Et ensuite, je me dis, bon, je veux voir ça dans le détail. Donc, il faut prendre un problème dans le détail. Donc, d'un point de vue méthodologique, du coup, ça m'oblige à faire beaucoup de choses très différentes. D'un côté, donc là, j'ai beaucoup utilisé de la littérature, d'abord sur le problème, on va dire de la littérature interne, scientifique, qui décrit le problème qu'on essaie de résoudre, pour comprendre la structure du problème. Ça, c'était toute la première partie du discours dans lequel, en fait, j'ai dû avaler beaucoup d'articles scientifiques, de spécialistes, de génération des nombres pseudo-aléatoires, pour comprendre la structure du problème, d'accord? Et pour pouvoir ensuite décrire la structure du problème, ce que je vous ai fait un peu plus tard dans... Voilà. Ensuite, il y a, on se dit comment les gens font pour résoudre ce problème. Et alors, quand j'en suis à ce stade-là, j'ai déjà un degré de confiance élevé sur le fait qu'en fait, les scientifiques, j'en suis même certain, que les scientifiques ne peuvent pas optimalement résoudre le problème. Que certains vont le résoudre assez bien. Si vous êtes dans une équipe de 100 personnes dans laquelle il y a 5 spécialistes de la question, peut-être que ça va. Mais 100 personnes, même si la science est de plus en plus collaborative, voilà. Donc globalement, à ce stade-là, étant donné ce que disent les gens en mathématiques appliquées, mais également ce que disent les gens en physique, donc en fait, j'ai aussi des littératures qui sont en maths appliquées, pour décrire le problème. Et ensuite, je vais voir également dans les communautés plus spécialisées, de gens donc, en biologie, en physique, chez les gens qui sont conscients du problème, ce qu'ils en disent. Et j'ai confirmation, donc ça c'est une enquête empirique, pour confirmer que ces gens-là disent qu'il y a vraiment un problème. Bon. Une fois qu'on en est là, on se dit, il y a un problème, les gens ont un choix à faire, et donc il faut décrire comment les gens font le choix, ce choix-là. Et là, c'est une troisième partie complètement différente méthodologiquement de mon problème, c'est comment les gens, je ne peux pas décider, je ne sais pas. Je peux pas, donc du coup, c'est pour ça que j'essaie de conceptualiser ce problème. Donc le problème qu'on cherche, c'est pas, en l'occurrence, c'est choisir le générateur et ensuite l'implémenter et l'utiliser. Donc c'est 3 étapes. Donc comment les gens, ça c'est pas juste appuyer sur le bouton. Donc du coup, comment les gens font pour faire ce choix? Comment ils font une fois qu'ils ont fait le choix pour appliquer les choses et comment ils font pour utiliser? Et là, donc de nouveau j'avais insisté, on a un problème d'enquête, et là en l'occurrence je suis sur une enquête donc, de philosophie, mais j'ai besoin d'être vraiment informé empiriquement de la façon la plus serrée possible sur ce que font les créatures que nous sommes. De même que quand vous faites, alors on ne le fait pas trop, vous étudiez les sophismes, mais les sophismes, on est capable d'en repérer juste en logique, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, il y a aussi plein de sophismes qui sont liés à la cognition humaine, plein de raisonnements fallacieux en philosophie, typiquement tout ce qui est autour des probabilités, qui sont liés au fait que la cognition humaine est très mauvaise sur les probabilités. On a des très mauvaises intuitions là-dessus, on se trompe souvent. Du coup, si vous voulez étudier les sophismes, étudier par exemple comment les rumeurs se propagent, il faut étudier la cognition humaine pour voir à quel type de sophisme nous sommes plus ou moins exposés. Donc ça va être l'étude de la cognition qui nous le dit, et ensuite on revient à notre problème. Donc c'est des problèmes à la fois qu'on va dire pour les scientifiques, parce que les scientifiques font des sophismes des fois aussi sans s'en rendre compte, ou pour les questions démocratiques. Voilà, donc ça c'était encore une troisième morceau de mon travail, qui était complètement différent méthodologiquement. J'essaye de caractériser le problème de la façon la plus serrée, et j'essaie de trouver ensuite, de voir ce que dans la littérature empirique, on me dit sur la façon dont les créatures humaines que nous sommes, nous résolvons d'ordinaire ces problèmes, et ensuite, de façon plus spécifique, sont comment les créatures naturelles, mais
particulières aussi que sont les scientifiques font. Parce qu'en même temps, vous vous dites, un scientifique, c'est quelqu'un qui a une éducation particulière. Donc peut-être qu'ils font différemment que nous en général. Donc ça, c'était toute la partie cognition. Voilà. Et une fois que j'ai tout ça, tous les indices me confirment que globalement, on est vraiment très embêté. Et ensuite, je cherche quand même des gens pour essayer de voir, est-ce qu'on peut avoir quand même trouver des expériences, entre guillemets. Donc je fais voir la philosophie renseignée empiriquement, où des gens essaient vraiment de tester, c'est très lourd, des cas où est-ce que vraiment, souvent il y a des problèmes. Donc ça, c'était à la fin de mon papier, ou de mon présentation. Il y a des gens qui vont vraiment faire les tests de façon très désagréable, qui vont prendre plusieurs problèmes de science, prendre plusieurs générateurs et qui vont faire les simulations. Alors quand ils font les simulations, c'est pas je clique et j'ai la réponse au bout de quelques minutes. C'est on fait des simulations qui des fois prennent des heures, des jours, des semaines, des mois. Alors là, je ne sais pas si c'était des mois, mais c'est des simulations qui peuvent être très longues. Donc quand on vous dit on recode tout avec un autre générateur, on lance les simulations, ce n'est pas un truc qui prend forcément 1 heure. C'est potentiellement 3 fois 3 jours de calcul, 10 jours de calcul. Les jours de calcul, ça coûte cher. Donc voilà. Donc là, de nouveau, c'était comment on fait pour avoir une confirmation un peu empirique qu'il peut vraiment y avoir des problèmes sur des vrais problèmes scientifiques en ayant placé la barre le plus haut possible avec des gens qui prenaient les meilleurs générateurs qu'ils avaient. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu toute la... Alors, globalement, ça veut dire que d'un point de vue méthodologique, je suis dans un cadre naturaliste où la philosophie est vraiment informée, alors pas dans l'absolu, mais une fois qu'on a posé le problème, par des données empiriques, il y a des problèmes de méthode et la cognition, la sociologie, ça peut être pertinent. Et ce qui est important, c'est très important dans de se rendre compte de les points sur lesquels on ne sait pas très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, là, ça doit être de educated guess. On va deviner, mais on ne devine pas n'importe comment. On essaie de trouver tous les indices pour essayer de deviner de la meilleure façon. Il y a une chose alors que je ne suis pas sûr d'avoir bien comprise. C'est au début, tu disais que, contrairement aux études à l'analyse internaliste des sciences, tu contribuais à faire appel à des analyses socio-cognitives pour étudier comment elles fonctionnaient. Et ce que tu disais après, c'est les nombres pseudo-aléatoires sont un cas limite qui démontrera d'autant mieux, si j'ai bien compris la thèse, que vu de loin, on a l'impression que ce serait plutôt un contre-exemple. Et tu disais, c'est une activité mathématique, donc un cas apparemment défavorable pour la thèse que je veux soutenir. Oui. Et en plus de ça, c'est une activité algorithmique, donc très défavorable. Oui. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est pas si défavorable que ça, parce que c'est quand même la partie la plus crade des mathématiques, puisque il s'agit de, même philosophiquement et du point de vue métaphysique, c'est la partie qui prétendrait trouver quel ordre il y a dans le désordre. Et parce qu'un algorithme, c'est la recherche d'une méthode qui permet d'engendrer quelque chose. Et ce qu'on cherche souvent dans l'aléatoire, c'est d'avoir une chose qui, au moins en apparence, résiste à toute méthode, ne soit pas le résultat apparent d'une méthode. Certes. Donc là, quelle est la méthode pour faire quelque chose d'améthodique? C'est un paradoxe, évidemment. Et donc, j'ai pas l'impression que ce soit un cas si défavorable que ça pour ta thèse. Un cas qui serait beaucoup plus défavorable, à mon avis, c'est celui des démonstrations, mettons, une démonstration de déduction naturelle ou tu vois, une démonstration formelle. Ça, à mon avis, c'est un cas plus défavorable en apparence et donc qui serait plus probant pour illustrer, pour défendre ta thèse. Oui, alors, plusieurs éléments de réponse. Donc, j'ai dit socio-cognitif parce que je ne voulais pas trop rentrer dans les débats externalistes, internalistes. Donc, on voit très bien que c'est des variables sociales ou cognitives. Bon, donc ça, c'est juste pour essayer de séparer les choses. Alors, contre-exemple, disons que, oui et non, enfin, globalement, je suis d'accord avec toi, bien sûr, au sens où est-ce que c'est favorable? Effectivement, c'est un cas sur lequel, effectivement, on va avoir beaucoup de difficultés à faire de façon optimale la chose, presque par définition. Donc, on va être forcément dans du sous-optimal, donc on est forcément sur des heuristiques, donc on n'est jamais content, et comme de toute façon la tâche optimale, elle est vraiment infiniment hors de portée, en un sens, c'est gagné. Alors, cela dit, ça pourrait être, comment dire, on pourrait quand même être dans une autre situation où ça se passe très bien. Au sens, les progrès qu'on a fait ces dernières décennies dans la production d'un nombre aléatoire sont quand même faramineux. Il y a 30-40 ans, globalement, on utilisait des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Ça donnait des résultats et on rigolait. On rigolait parce qu'on savait très bien que ce n'était pas très bon. On voyait d'où venait le problème. On n'avait pas de meilleurs nombres de générateurs, mais on voyait que globalement, notre résultat n'était pas extraordinaire.
Dans ces dernières décennies, les progrès qui ont été faits sont quand même extraordinaires, et on pourrait être dans une situation où, effectivement, on est arrivé à un tel degré de qualité qu'on est bien au-delà de nos besoins. Donc, alors, il se trouve qu'aussi nos besoins ont énormément augmenté. Donc, à la fin, je ne sais pas si c'est favorable ou défavorable. Alors ensuite, est-ce que c'est représentatif? Ça, globalement, j'en sais rien. J'en sais rien, et à la fin, ce qui me semblait le plus intéressant, c'était quand même d'essayer de prendre une fonction, parce que là, c'est juste calculer un truc. Donc, c'est juste un tout petit problème, enfin, un tout petit, gros problème, mais au moins on sait exactement ce qu'on veut faire. C'est pas si on commence à discuter des questions de code, c'est quoi un code, c'est quoi qui influence les codes. Enfin, là, il va y avoir beaucoup de questions. Là, on est juste sur le calcul d'une fonction, enfin, calculer un truc, ou générer quelque chose. Donc, le problème mathématique est extrêmement pointu. Et on va dire il est homogène, on va dire ce que c'est qu'une preuve, ça peut selon les communautés varier, alors que là, un nombre pseudo-aléatoire, ce sera la même chose pour tout le monde. Donc ce qui m'intéressait quand même, c'était d'explorer jusqu'au bout sur ce cas très particulier, sur lequel on essaie de voir à peu près tous les paramètres, jusqu'à quel point on avait quelque chose qui était effectivement socio-cognitif. Et ensuite, effectivement, je ne prétends pas du tout que ce soit représentatif des mathématiques. D'ailleurs, ce que je raconte plus ou moins, je dis que c'est plutôt problématique pour la science appliquée. Au sens où on est plutôt sur un problème de mathématiques appliquées. Et pour les mathématiques, je ne dis rien des mathématiques. En fait, je dis que c'est un problème pour tous les endroits où on a besoin de nombres pseudo-aléatoires. Donc la cryptographie, certes, mais beaucoup d'endroits dans la science. Donc en fait, c'est plutôt un problème, on va dire, pour les sciences empiriques. Et à propos des mathématiques, je ne pense pas que je dise grand-chose. Et voilà. Dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant aussi, c'est que, ça permet de pointer du doigt des aspects psycho ou sociaux en essayant de séparer les différents aspects ou les différents points d'où peuvent provenir le caractère social ou cognitif d'une tâche. Alors typiquement, en mathématiques, un des endroits dans lequel ça vient, c'est que quand il y a des preuves, il faut qu'il y ait des normes de preuves. Il faut qu'il y ait des standards de preuve, et souvent on se rend compte que ces standards de preuve, ces normes de preuve, c'est quelque chose d'assez culturel. Alors culturel, c'est pas les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre, mais c'est lié à des cultures mathématiques, et on se rend compte qu'une culture mathématique, ça correspond à des communautés mathématiques qui ont certaines croyances mathématiques, et voilà, donc là on va dire c'est social. Alors typiquement, si on prend les positions, les personnes qui introduisent de façon principale ça en philosophie des sciences, c'est Kitcher, qui nous dit, en fait, une pratique scientifique, c'est composé de 5 éléments, et un des éléments centraux dans une pratique scientifique, c'est les standards, les normes de preuve. Ce qui fait, les étalons qu'on utilise pour dire c'est bon ou c'est pas bon la pratique que vous développez. Et c'est lui qui va dire, même en mathématiques, en fait, on a des normes, on a des standards qui sont assez communautaires, et ça, c'est une des dimensions qui est clairement sociale dans les mathématiques. Alors là, ce qui m'intéressait, c'est que, oui, sauf que c'est social, mais c'est sur des trucs très abstraits, à savoir les normes, voilà. Là, on est vraiment sur une tâche complètement basique, et on va voir que ça dépend de choses complètement basiques, comme l'environnement dans lequel je suis, est-ce que, globalement, les choses sont vérifiées beaucoup ou non, est-ce que je suis fortement blâmé, enfin plein de choses qui sont sociales dans un sens tout bête. Donc je trouve que c'est intéressant au sens où ça montre l'impact que ces aspects, on va dire, sociaux tout bêtes peuvent avoir à la fin sur la fiabilité d'une pratique, voire de beaucoup de pratiques. Donc de ce point de vue-là, on va dire c'est l'oignon analytique, on essaie de peler, de décortiquer les différents éléments, et je trouve que cette tâche très simple, ça permettait de souligner des différents aspects de la socialité, et également de pointer de façon très précise du doigt leur provenance. À savoir là, notamment, c'est les choses que j'ai à la fin, le fait que la tâche soit complètement contextuelle à la fin, que ça dépend de la dynamique qu'on utilise. Et là, on voit pourquoi sur certains types de ressources sur l'étagère, quand ça dépend d'une tâche qui est complètement contextuelle, là, ça va devenir en grande partie sociale. Donc là, on peut, c'est nouveau, pointer ça du doigt. Dans d'autres cas, ça va être différent pour toutes les preuves, ça va être lié à des questions de communauté, vérification formelle ou non des preuves, etc. etc. Les gens s'écharpent, et là, on voit beaucoup plus la dimension communautaire, on va dire. Mais globalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par certains aspects, c'est peut-être un cas favorable. Super. Merci beaucoup, Cyril. Donc, il y a Valéria qui voulait poser une autre question. Oui, bonjour. Bonjour Valéria. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je voulais poser une question qui est un peu pareille à Baptiste Ménès au début. Il y avait une tâche dans la présentation
vous avez dit qu'on utilise des nombres pseudo-aléatoires pour faire des simulations physiques, mais ces simulations peuvent être sensibles aux régularités qui sont dans ces nombres, parce qu'ils sont pseudo-aléatoires, donc il y a quand même quelques régularités, et que ça, c'est un problème. J'avais plusieurs remarques là-dessus, parce que, c'est étrange que ces simulations soient sensibles à des petites régularités, alors que si normalement on utilise les lois de physique, ils doivent ranger sur beaucoup de situations, donc ils doivent en quelque sorte n'être pas sensibles pour être des lois de physique. Donc peut-être vous parlez des simulations qui sont plus qui ne sont pas très générales, mais si on peut aller dans le contexte général, j'attendrai qu'à l'envers, il n'y aura pas de sensibilité. Voilà. Et deuxième chose, sur le même contexte, on pourrait penser que à chaque fois qu'il n'y a pas d'aléatoire, il y a à l'envers une régularité. Et donc, toutes les fois qu'il y a de la régularité, on peut étudier cette régularité. Et toutes les fois qu'il n'y a pas de régularité, on peut étudier l'aléatoire. Et dans ce sens, il n'y a pas de problème. C'est juste que si on était intéressé que par l'aléatoire, alors on avait un problème dans la moitié des cas. Mais si on a à chaque fois qu'on n'a pas aléatoire en régularité, alors on peut être content dans tous les cas, parce qu'on peut étudier soit l'un, soit l'autre, et on aura l'un ou l'autre dans tous les cas. Donc, de ce point de vue, peut-être ce n'est pas un problème. Donc, c'est plutôt des remarques que des questions, mais peut-être vous pouvez dire quelque chose là-dessus. Merci. Alors, par rapport à la deuxième remarque ou question, comment dire, la question n'est pas de s'intéresser à l'aléatoire ou de s'intéresser aux régularités. En un sens, on va dire que la science s'intéresse toujours aux régularités. Vous êtes en train de faire une simulation en mécanique quantique, vous êtes en train d'étudier donc une molécule particulière, vous vous intéressez aux propriétés de cette molécule, donc avec certaines régularités que vous allez obtenir. Bon. Donc en fait, à la fin, on est toujours intéressé par certaines régularités. Sauf que quand on a besoin d'étudier les mécanismes qui sont en jeu, ces mécanismes peuvent comporter de façon intrinsèque des aspects qui font intervenir de l'aléatoire. Et justement, c'est ça qui est un peu bizarre, mais ensuite c'est des questions très profondes, c'est comment à partir de l'aléatoire peut néanmoins des fois surgir des régularités. Mais bon, en un sens, il n'y a rien de mystérieux à ça. Enfin, on est tout à fait habitué à ça. Vous avez des boules de billard qui s'entrechoquent les unes les autres, vous savez que c'est chaotique. Bon, donc en fait, c'est ce qui se passe au niveau des molécules d'un gaz, donc tout est complètement chaotique, et on change d'échelle, et on obtient la loi des gaz parfaits. Donc ça, on va dire, donc voilà, donc premièrement, c'est pas juste dans les cas où on s'intéresse à l'aléatoire qu'on a besoin de nombres aléatoires. Non, c'est quand on fait à peu près tout dans la physique, où on s'intéresse aux régularités, que dans la modélisation, on va avoir besoin de façon massive pour bien représenter les phénomènes et ce qui se passe, d'utiliser des nombres aléatoires, et malgré ça, on va étudier des régularités ensuite. Mais sauf que si on veut avoir les bonnes régularités qui sortent, il faut avoir l'aléatoire aux bons endroits. Donc voilà, donc ça c'était pour répondre à la deuxième question. Et ensuite, la première, pour répondre à la question, oui, alors j'ai dit ça, j'ai pas trop envie de m'attarder, on va dire, au sens où ensuite il faut voir au cas par cas, pourquoi dans tel cas, dans telle dynamique, qu'on a telle dynamique physique ou mathématique, qu'on a un système dynamique, et vous dites, globalement, voilà, et puis je me dis, mais si je mets telle condition initiale où globalement tout est en bazar, mais là et là je mets juste ça, hop, ça va piloter mon système. Donc très souvent on peut avoir des cas dans lesquels il n'y a pas grand-chose qui se passe, et puis de façon bizarre, tout d'un coup le système est sensible à une régularité. Donc c'est pour ça que je vous dis les phénomènes de résonance, dans lesquels vous envoyez des ondes sur quelque chose, aucun souci. Et tout d'un coup, parce qu'en fait dans un système de résonance, en fait il y avait une longueur pour lequel quelque chose, donc une longueur particulière pour laquelle quelque chose allait se passer. S'il se trouve que pour cette longueur, pour telle ou telle longueur particulière, donc qui est cruciale pour votre dynamique, en fait, il y a des régularités dans votre série, tout d'un coup, ça va réagir à ça et ça va se combiner, et voilà. Donc c'est pour ça, effectivement, vous envoyez des ondes dans un truc,
c'est le bazar. Et puis tout d'un coup, les ondes se chevauchent et ça fait des vagues scélérates ou des immeubles qui s'écroulent, des ponts qui... Voilà. Et ça peut être une fois sur 10, une fois sur 100, enfin, on ne sait pas. Mais voilà, c'est donc c'est ce genre de choses auxquelles que j'ai essayé juste d'illustrer, on va dire, à travers ces exemples un peu insatisfaisants. Mais c'est en fait c'est ce qui peut vraiment se passer mathématiquement. Et ensuite, c'est voilà, on sait que quand il y a des corrélations, le système peut être sensible aux corrélations. Et ensuite, c'est au cas par cas et c'est très dur à comprendre et à voilà. Mais enfin, on va dire réponse bête. Je parle sous l'autorité de mathématiciens et de physiciens très compétents. Je me réfugie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Valérien. Merci infiniment. Roger Puivet. Oui. La question que je me pose, c'est... en fait, il y a deux aspects dans ce que tu dis. Il y a un aspect très descriptif. Et tu dis, voilà, ça se passe comme ça, ils font comme ça. Et puis, de temps en temps, tu as une petite pointe normative. Ça serait quand même mieux s'ils faisaient comme ci, comme ça. Et puis bon, c'est pas terrible. Ils prennent ce qu'il y a sur leurs étagères. Des fois, c'est pas de bonne qualité sur leurs étagères. Il ferait mieux d'aller en magasin chercher autre chose, mais ils prennent pas le temps. Et puis voilà. Bon. Mais ça, c'est un aspect très normatif. Et même peut-être dans cette activité scientifique, on manquerait parfois certaines valeurs dont tu ne dis rien en fait. Hein. On voit qu'ils ne font pas comme il faudrait faire, mais on ne sait pas comment ils devraient faire exactement. Mais qui donne la norme là? Parce que soit tu décris et tu dis comment ils font, parce que c'est eux les scientifiques, comme tu dis, soit tu dis qu'ils devraient faire autrement, ou que dans certains cas ça devrait se passer autrement, ou que c'est pas très 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 bien ce qui se passe là, c'est pas bien fait, mais dans ce cas-là, d'où tu sors la norme? Est-ce que c'est Cyril, Humbert, le philosophe qui dit, et donc il reste à côté, le philosophe, il a la norme, il sait comment il faut faire. Dans ton papier, il y a un aspect comme ça quand même s'il est mis en sourdine constamment par ton, je dirais, par l'abondance de tes descriptions, voilà. Alors, pour être carrément clair, oui, c'est la personne qui fait de la philosophie, et en l'occurrence de l'épistémologie, qui a la norme. Donc réponse, oui. Mais à la fin des fins, et seulement parce qu'on a mené l'enquête épistémologique. Donc pour reprendre les choses dans l'ordre, il y a un caractère descriptif complètement. D'abord, il s'agit de décrire la structure d'un problème, donc qui est un sous-problème du problème général du développement de connaissances. Donc là, j'insiste juste sur le fait que c'est un problème qui est massif et qui est partout. Donc c'est pour ça que je le prends aussi, parce qu'il me semble... Voilà, on ne peut pas... quand on décrit ce que c'est que la science, c'est un des problèmes centraux de la science. Donc ce n'est pas un problème marginal. Alors oui, ensuite, en tant que philosophe, il y a un côté descriptif où on essaie de décrire la difficulté du problème, et notamment du problème... donc la structure difficulté du problème mathématique dans un premier temps, puis la difficulté du problème humain. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un problème au sens mathématique, c'est un problème humain. Une créature épistémique doit résoudre un problème pour savoir comment faire pour développer de la connaissance. Donc on est vraiment dans un cas de très... bon, donc voilà. Mais donc je dois décrire la structure du problème. Alors, et donc c'est forcément descriptif, et donc il y a forcément une abondance d'informations. Qu'est-ce que je tire de cette abondance d'informations ? Je tire d'abord que le problème est authentique, et je tire aussi que, je ne vais pas aller jusqu'à dire que j'ai un théorème d'impossibilité, mais pas très loin, au sens, en décrivant toute la structure du problème, je montre comment, à un sens, on ne peut pas le résoudre de façon générale, satisfaisante. Alors, il faudrait, comment dire, on pourrait, à la rigueur, avec des créatures qui seraient extrêmement vertueuses, elles vérifieraient beaucoup mieux leur générateur. Elles seraient également elles auraient à être beaucoup plus savantes.
Alors, d'un point de vue naturaliste, de nouveau, c'est pas très satisfaisant de dire ça, parce qu'on est en train de décrire des choses, des êtres que nous ne sommes pas. Dans tous les cas, même en disant ça, ce serait pas très satisfaisant, au sens, à la rigueur, je peux faire moins de tâches et les faire mieux, mais je vais faire quand même moins de tâches. Donc il y a quand même un choix de valeur qui est je vais être moins productif, au sens un physicien. Alors actuellement, les gens, ils doivent produire beaucoup. Donc quand vous devez produire beaucoup, donc ça c'est une question de nouveau de qu'est-ce qui se passe dans notre société actuellement. Quand vous devez produire beaucoup, vous n'avez pas beaucoup de temps pour choisir votre générateur de nombre aléatoire. Si vous y passez un mois, vous allez chercher des spécialistes et voilà, pour que votre choix soit meilleur, on va dire que vous êtes plus vertueux, vous allez produire moins. Et en un sens, produire plus de résultats scientifiques, peut-être que c'est important. Donc là, il y a quand même clairement différentes valeurs qui sont en jeu. On retombe sur des questions de valeur, de choix, de balance entre valeurs épistémiques, qui est produire plus de résultats qui ont 70% de chances d'être vrais, ou en produire moins, qui ont 90% de chances d'être vrais. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour dire ce qu'on extrait quand même un petit peu philosophiquement de la description informée du problème, de ce que nous sommes cognitivement, et voilà. Et donc à la fin, il y a quand même, je dis là où c'est un peu insoluble, c'est que quand même, j'essaie de montrer que, vu que c'est une question qui est complètement contextuelle, il n'y a pas de solution générale. Donc s'il y avait une solution générale avec un coût épistémique donné, on dirait, bon, allez, soyez vertueux, vous allez jusqu'à ce coût épistémique, et ensuite, c'est bon. Et là, on est vraiment dans le noir. Donc c'est pour ça que je dis, même quelqu'un qui souhaite être vertueux, il ne sait pas forcément très bien ce qu'il doit faire, et jusqu'au point, il doit travailler. Au bout d'un moment, il va falloir dire, bon, il me semble que j'en ai fait assez, mais il me semble que j'en ai fait assez, c'est un peu au doigt mouillé quand même. Donc on peut même pas s'en sortir en disant, j'ai été assez vertueux, je ne sais pas ce que c'est d'être assez vertueux. Bon. Dans tous les cas, donc en fait, le problème, on va dire, donc en faisant ça, j'essaie de décrire les différents degrés de difficulté et des différents degrés auxquels le problème est problématique. Ensuite, sur cette base-là, oui, ensuite, on peut être normatif en partie. On peut dire, maintenant, une fois que j'ai compris comment fonctionne ce problème et en quoi c'est difficile pour les scientifiques, on peut commencer à dire, d'un point de vue donc, en tant qu'épistémologue, dire que si vous faisiez globalement de telle façon, alors pas au cas par cas, c'est les scientifiques qui doivent décider si tel générateur est bon ou non. Mais en revanche, on peut dire en tant qu'épistémologue ou en tant qu'épistémologue social, ou de dire si vous faisiez comme ça, votre communauté serait sans doute plus fiable. Donc typiquement, si vous arriviez à plus vous organiser comme un collectif bien organisé pour que déjà les grands progrès qui ont été faits dans la découverte de générateurs nombres oscillatoires, si ces trucs-là étaient plus standardisés, donc un standard, c'est quelque chose, c'est une connaissance commune, c'est quelque chose ensuite qui est partagé par une communauté, c'est quelque chose dont on fait en sorte que le standard, non seulement il existe, mais on peut reconnaître facilement parce que c'est marqué en rouge, voilà. Donc déjà, si vous faisiez tout ça, oui, sans aucun doute, l'activité scientifique s'en porterait mieux. Et ça, pour le dire, c'est pas aux scientifiques de le dire. Enfin, si, il y a des scientifiques je trouvais un scientifique qui soulignait que quand même, c'est vraiment dommage qu'on ne crée pas des standards scientifiques sur cette question-là. De même qu'on crée des standards sur les questions de mesure en sciences, il y a des standards de mesure, de même qu'il y a des standards en statistique. Et là, ils disent, là, de nouveau, la solution passe en partie par les standards. Donc c'est une question d'organisation et ça aiderait. Alors qu'est-ce qui me permet d'affirmer de façon normative ça? C'est l'analyse du problème. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai présenté ça devant il y a 10 jours, et donc il y avait un physicien, il y avait Alan Sokal, il disait en fait, oui, c'est exactement ça en fait. J'avais pas compris à quel point ce que je fais, c'est qu'on est dicté par le type d'organisation du travail, les incitations que j'ai pour vite publier, et qu'en fait, à la fin, je savais au fond de moi-même que, parce que j'étais très conscient de la question, qu'on ne faisait pas forcément la chose optimale. Et en fait, c'est oui, moi, en tant que philosophe épistémologue, qui a un peu décortiqué le problème sous tous les angles, alors qu'un psychologue va avoir un aspect, un sociologue des sciences, un autre, un mathématicien, on verra pas à quel point le problème est une question de standard et d'organisation et de vertu, on va dire, des communautés. Oui, c'est quand j'ai ce point de vue global dans lequel j'ai un peu listé tout, je peux dire avec un degré de certitude élevé, déjà, si vous mettiez des standards sur les bons générateurs, donc pour au moins purger la science de tous ceux qui ne vont pas, vous vous en porteriez mieux. Bon, voilà, donc il faut avoir alors je ne dis pas que c'est le philosophe, je dis juste que c'est la personne qui a fait l'étude serrée épistémologique d'analyse des facteurs qui peuvent avoir un impact sur la fiabilité des pratiques.
Et une fois que j'ai fait cette analyse serrée, donc faut être un épistémologue des sciences pour vouloir faire ça, un épistémologue des sciences en plus intéressé par la socio et les sciences cognitives, pour conclure à la fin, voici les facteurs qui semblent vraiment déterminants dans cette histoire, et donc pour éventuellement conseiller. Donc à la fin, oui, l'épistémologie, l'analyse épistémologique des pratiques peut être normative, mais en l'instant, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Pour un cours que je fais en L3 et que j'ai fait tout à l'heure, j'ai relu le texte de Reichenbach ces derniers jours sur les 3 tâches de l'épistémologie, dans lequel il dit il y a une tâche, voilà, et puis à la fin, il y a une tâche qui est clairement normative. Et oui, on a le droit d'être normatif. Oui, dans lequel il dit oui, à la fin, les philosophes, il y a une partie dans la science, il y a plein de choses qui sont des décisions, et nous, on va faire notre travail, et une fois que des décisions sont plus ou moins bonnes, et puis et on va décrire ce que c'est que le sens, décrire plein de choses, et à la fin, on pourra aider peut-être en partie à, au moins, on peut faire la carte des options. Selon ce que vous faites ça, il y a plus de chances que globalement vous ayez une activité meilleure. Si vous faites ça, bon voilà. Mais en fait, les empiristes logiques étaient très normatifs aussi dans leur façon de faire. Enfin, en tout cas certains. Enfin, Reichenbach, en tout cas, l'était. Donc, normativité, oui, à la fin. Mais en dernière analyse, il faut d'abord avoir fait tout ce qui était avant pour pouvoir dire maintenant, je pense de façon autorisée que. Donc c'est pas en tant que philosophe qu'on a là, mais c'est en tant qu'épistémologue qui a fait l'analyse conséquentialiste des pratiques qu'on peut commencer à s'autoriser certains avis, je pense. J'ai cru comprendre dans ton exposé au début qu'il n'y avait pas de procédure fiable de certification qu'un nombre est vraiment aléatoire. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même un théorème qui démontrait qu'on ne pouvait pas certifier qu'un nombre était aléatoire. Et alors du coup, évidemment, ça rend la tâche très très difficile. Et à la limite, on comprend, j'ai l'impression qu'il s'ensuit automatiquement, que toute vérification ne peut avoir lieu que ex post, au doigt mouillé, comme tu dis, en disant « il me semble qu'on a fait ce qu'il fallait », et par exemple, en utilisant ces nombres dont on ne sait pas s'ils sont vraiment aléatoires, dans des simulations, et puis si on a des résultats aberrants, alors on dit « ben non, donc c'était pas vraiment aléatoire ». Donc on ne peut pas fiabiliser le caractère aléatoire d'un nombre, si j'ai bien compris. On ne peut que chercher des cas de moindre faillibilité et en testant, mais ex post. Et donc, la façon dont tu décris le problème et le problème de coopération sociale, cognitive et épistémologique me semble satisfaisante, mais l'exemple que tu as choisi est quand même effectivement un exemple déjà une bien mauvaise posture initiale. Parce que de toute façon, ni sur l'étagère, ni en faisant appel à toute la communauté scientifique, et si je mobilisais tous les mathématiciens de la Terre, si j'ai bien compris, il n'y a pas de procédure pour certifier qu'un nombre est aléatoire, est un bon nombre aléatoire. Puis ma deuxième question, mais il n'y a peut-être pas le temps pour ça, je parlais de crise de reproductibilité dans les sciences. Alors évidemment, c'est gênant parce qu'on estime, enfin c'est les vieilles idées de Duhem, que l'expérience scientifique est reproductible, c'est même son essence. Alors en psychologie, bon, je veux bien le croire, l'échantillonnage est instable, etc. En informatique, des théorèmes d'informatique ne puissent pas être vraiment reproduits, alors c'est un peu effrayant. Mais si c'est le cas, je veux dire, le cas des nombres pseudo-aléatoires est encore moins grave, puisque de toute façon, même en informatique, il n'y aurait pas de reproductibilité. Alors je ne dis pas ça par optimisme béat, mais j'aimerais savoir ce qu'il en est. Donc la première question sur s'il n'y a pas de procédure de certification, bon, c'est normal que les gens soient réduits à des vérifications empiriques ex post. Et la deuxième question, mais vous en un peu trop loin, qu'en est-il de la crise de reproductibilité? Elle n'a pas lieu en logique formelle, j'espère. Démute-toi. Démute-toi. Bah, sur Zoom, juste. Moi, je me remute, hein. Ouais. C'est bon, ça va. Vous m'entendez? Alors, par rapport aux questions de certification, la certification du caractère vraiment aléatoire est impossible, par définition, sachant qu'on est sur des nombres qui sont finis. Donc un nombre, donc de nouveau, c'est là que ça devient un petit peu
on est en train de jongler avec les idées, un nombre aléatoire est un nombre infini. Si on veut vraiment avoir tous les bons critères, c'est un nombre qui est infini, donc on est devant un nombre fini, donc en fait, de toute façon, on ne pourra pas le certifier comme aléatoire. Donc ensuite, on veut que, en revanche, on peut essayer de vérifier qu'il passe des tests. C'est pour ça que je donnais comme exemple tous les deux tests. Est-ce qu'il y a autant de 0 que de 1? Si ce n'est pas bien distribué, voilà. Est-ce qu'il y a ensuite, on va compter les 0, 0, et les 1, 1, et les 0, 1, et les 1, 0. Et voilà. Et donc en fait, des tests comme ça, mais en fait, si on veut les faire bien, de nouveau, il va y avoir une infinité. Il faut tester toutes les sous-séquences qui sont données même en... Voilà. Donc c'est juste pour dire, dans la qualité des tests dans lesquels on avance, par définition, on voit qu'il y en a une infinité de tests bêtes comme ça. Ensuite, il y a, bon, de toute façon, le monde des nombres aléatoires, c'est un monde qui est complètement fascinant, dans lequel on découvre des choses et dans lequel on est très humble mathématiquement. Ensuite, là où on peut avoir des surprises assez étonnantes, c'est que le caractère aléatoire peut dépendre de plein de choses. On prend l'exemple du nombre pi. On prend le nombre pi qu'on va écrire pour qu'il soit écrit avec des 0 et des 1, et puis on se dit, ouais, c'est bon, c'est un nombre aléatoire. Donc, super. Et puis ensuite, on change la représentation de pi, et on se rend compte que dans d'autres représentations, il devient complètement régulier. Donc en fait, on se rend compte que dans une représentation donnée, on s'acharne dans une représentation, ça semble passer tous les tests, et on change de représentation, on fait une transformation, voilà, et tout d'un coup, oh, ben, tout est régulier. Donc en fait, c'est juste pour dire qu'en fait, tout ce que ça doit passer pour effectivement avoir le plus grand nombre de garanties, bon, bah, c'est pas... Voilà, c'est très difficile. Alors, j'ai pas dit qu'on avait des... Alors, là, en fait, en un sens, tout ce que j'ai dit, c'est des théorèmes. Tout nombre fini ne peut pas être aléatoire, tu peux en faire un théorème. Ensuite, ce que j'avais juste dit, c'était qu'on n'avait pas de théorème qui nous garantissait que on prend deux séquences, qu'elles sont non corrélées. C'est là-dessus que j'avais cité l'absence, enfin, je parle sous l'autorité de David Hill, professeur d'informatique à Clermont-Ferrand, spécialiste de la question, qui nous dit en fait on n'a pas de théorème. Un théorème, ce serait un truc du type si ça vérifie telle propriété, alors il n'y a pas de corrélation. Bon, et là visiblement, on n'a pas vraiment de trucs comme ça. En plus, si ça vérifie une propriété serait un truc, quoi, si une propriété, c'est régulier. Enfin, on voit dans quel marasme on est. Voilà. Donc effectivement, toute vérification, très poussée est impossible. Mais ensuite, c'est pas parce qu'il faut faire attention en épistémologie. Les épistémologues, les philosophes ont toujours tendance à avoir des trucs blancs ou noirs. C'est pas parce que c'est impossible qu'on ne peut pas le faire en partie de façon graduelle. La gradualité, c'est les points aveugles les plus importants de la philosophie, au sens quand on ne peut pas, il faut demander si on peut en partie. Et bien sûr qu'on peut en partie vérifier plus ou moins, on passe plus ou moins beaucoup de tests. Bon. Donc déjà, ça c'est une partie de la réponse, on peut quand même faire les choses. Ensuite, donc voilà, c'est une façon de dire que déjà il y a toute une partie qui peut quand même être un peu standardisée, est-ce qu'on passe les tests, voilà. Ensuite c'est ex post. Alors c'est ex post oui et non. Ça va pas être ex post au sens où on serait capable ex post de voir qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que de nouveau on essaie de mettre toutes les garanties de notre côté, on va tester notre tâche sur les cas où on connaît la solution. Quand on connaît la solution d'un problème physique, donc on dit je dois obtenir une transition de phase, transition de phase c'est je passe de l'eau à la glace ou des trucs comme ça, donc on sait ce que ça doit donner. J'étudie mon problème, je fais mes simulations et je dois avoir ma transition de phase. Si je sais que je dois l'avoir et que je mets mon générateur et que je n'obtiens pas ma transition de phase, bah, il y a manifestement un problème. Donc ça, c'est une façon de faire passer des tests supplémentaires dans un cadre physique, donc une application à un certain type de système qui est beaucoup plus pointu. Alors je ne prends pas cet exemple, l'exemple des transitions de phase, ça paraît un peu gros, sauf que le problème, un des problèmes dont j'ai décrit dans les années 80, on était sur nos meilleurs générateurs de nombres aléatoires, et justement, on l'applique à des questions de transition de phase, qui sont des trucs les plus massifs en physique, et ça échoue. Donc on se dit, oulala, on est embêté. Donc voilà, donc ça veut dire c'est du ex post sur des choses qu'on connaît déjà. On va dire, on va calibrer, il faut que ça marche sur tous les trucs qu'on connaît déjà. Bon, et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, et ben, alors si on a une compréhension mathématique poussée du problème particulier qu'on utilise, on se dit, oulala, peut-être que pour celui-là, il faudrait faire attention à telle ou telle chose, on peut faire des tests supplémentaires ad hoc. Et puis une fois qu'on en est là, bah, à la grâce des dieux. C'est pour ça que j'ai une citation quelque part dans Le Transparent de Le Callec qui dit « Je vous rappelle que c'est toujours une prédiction. On ne peut pas garantir qu'un
un générateur marche dans un cas particulier, on peut, alors rappelez-vous les distinctions de Popper sur une théorie, est-ce qu'on peut, voilà, ils peuvent dire, peut-être qu'on peut la corroborer, mais c'est pas une garantie sur le futur, mais quand même elle a passé des thèses, voilà, on dénonce ça, mais à la fin, ça reste une prédiction. Une fois qu'on a passé tous les thèses, on a fait tout ce qu'on pouvait, à la fin, ça peut encore échouer pour des raisons qu'on n'a pas anticipées. Donc ça reste une pure prédiction à la fin, sauf que on peut quand même mettre les chances de son côté. Et mettre les chances de son côté, c'est si la période du générateur n'est pas assez grande, vous avez une période de 100 000, vous générez 1 million de nombres, globalement vous avez beaucoup de redondance, vous n'avez pas. Voilà. Donc on peut éliminer plein de causes d'erreur, et plus la science progresse, plus on élimine des causes d'erreur, donc plus on a une fiabilité dont on sait qu'elle monte de façon moyenne. Donc ça, de nouveau, en épistémologie, il faut distinguer le point de vue fiabilité moyenne et fiabilité particulière. On peut d'un côté montrer que la fiabilité moyenne monte, parce qu'on sait qu'on génère son optimum, et on n'est toujours pas capable de garantir au cas par cas. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et bon, alors dans tous les cas, on se calme, la science, ça marche très bien, il ne faut pas être climato-sceptique là-dessus, ça marche très bien, la mécanique quantique, ça marche très bien, les horloges quantiques, tout le bazar, on n'est pas du tout en train de dire, on dit juste que les résultats peut-être ne sont pas aussi bons qu'ils pourraient l'être dans plein de domaines, en chimie, en biologie, mais globalement, ensuite on peut quand même vérifier indépendamment de la question de jeu laboratoire, c'est est-ce que la science ça marche? La science ça marche bien, donc on n'est pas en train de dire que globalement c'est n'importe quoi. On est juste en train d'essayer d'améliorer nos pratiques scientifiques, nos pratiques épistémiques, pour qu'elles soient le plus performantes possible, en essayant de repérer les points aveugles sur lesquels on se dit là, on n'arrive pas à être bon, et là je vais vous montrer pourquoi intrinsèquement on n'arrive pas à être bon, ou pas aussi bon qu'on aimerait l'être, mais voilà, la qualité monte quand même. Donc ça c'est la réponse à la première question. Deuxième point, c'est la crise de la reproductibilité. Oui, je parle de la crise de reproductibilité en informatique, parce que tout le monde s'excite sur la psychologie et c'est le plus spectaculaire. Et effectivement, quand on parle de crise de reproductibilité en informatique, ça fait sauter les gens au plafond. Ça fait sauter les gens au plafond parce qu'effectivement, l'informatique, la théorie des machines de Turing, a été en partie presque créée pour éviter que ça soit juste une question d'intuition. Est-ce que j'ai la même intuition que toi? On avait le même contenu quand on parlait la preuve, on fait une expérience de pensée. Est-ce que je fais la même expérience de pensée que toi? Quand je fais la preuve, je pense à la même chose. Là, on formalise les choses, des règles syntaxiques. Donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on gagne dans cette histoire? On sait exactement les calculs qu'on fait. Ensuite, il faut interpréter les calculs pour que ça donne par rapport aux objets mathématiques dont on parle. Enfin, au moins, syntaxiquement, il n'y a aucun sourcil sur les choses qu'on fait, donc tout doit être reproductible. Donc c'est pour ça qu'ensuite, en informatique, il distingue différents types de reproductibilité, mais la reproductibilité ultime et pour laquelle l'informatique a été presque construite, c'est ce qu'on appelle la bit-by-bit reproductibilité. Vous faites un calcul avec des 0 et 1, il faut être capable de reproduire tout avec des 0 et des 1. Et ça, techniquement, on est à peu près capable de le faire, sauf que, est-ce qu'on est en pratique capable de faire ça, en revanche, très rarement. Et ensuite, il va y avoir des reproductibilités d'ordre plus élevé, donc je commence à implémenter le même code, enfin voilà, plein de la même machine, et en fait, la machine, le code, le générateur utilisé, en fait, il y a plein de choses qui peuvent influencer sur le calcul qui est vraiment fait, et on voit plus ou moins, c'est aussi bête que la version de Fortran de C Mathematica que j'ai, où il y a des choix qui changent, où je refais un truc que quelqu'un a fait il y a 10 ans avant, ou 2 ans, où j'ai pas la même machine, il peut y avoir des petites choses qui changent, et à la fin, on l'a plus. Donc en pratique, l'informatique est faite pour avoir la bit-by-bit reproducibility. En pratique, elle est extrêmement difficile à obtenir. Donc de nouveau, c'est des questions de ressources limitées. Donc c'est pour ça que je suis un naturaliste adepte de l'épistémologie en ressources limitées. Parce que ce qu'on est capable de faire, c'est ce qu'on est capable vraiment de faire. Et la reproductivité en informatique, en pratique, en fait, c'est extrêmement difficile. Pour des raisons liées au développement de systèmes, voilà, qu'à la fin, on ne fait pas tous avec la même machine de Turing. Donc, voilà. Et donc, est-ce que c'est effrayant? De nouveau, non, une machine fonctionne de nouveau. Ensuite, est-ce que l'informatique fonctionne bien? Globalement, oui. Il y a des bugs de temps en temps, il y a des avions qui tombent, il y a des fusées qui s'écrasent, mais globalement, ça marche bien. Et ensuite, les niveaux d'exigence dans la fiabilité varient selon les domaines en informatique. Si vous êtes dans le domaine de la cryptographie, voilà, vous pouvez avoir des niveaux très très élevés. Si vous êtes juste en train de faire un petit zoom avec une conférence de philosophie, pas très important. Donc de nouveau, la quantité de ressources cognitives, épistémiques, sociales qu'on met dans un problème dépend de son importance et on est plus ou moins à l'aise. Et puis quand même, petit scoop quand même,
on a des problèmes encore plus importants de reproductibilité avec les ordinateurs parallèles. On comprend pourquoi. Les ordinateurs parallèles, ils sont en parallèle en train de faire, ils font une même tâche, et on en a mis 10 ensemble, et ils prennent des morceaux de la tâche, et ils sont tous en train, donc ils ont un truc, une mémoire commune, on va dire, dans laquelle ils piochent et ils font des tâches, et il faut les coordonner. Et en fait, tous les problèmes de coordination, ils sont tous en train d'altérer les choses qui est commune, ils sont tous en train de l'altérer en même temps, il faut faire attention à l'ordre des opérations, et voilà. Et on se rend compte que ça pose encore plus des problèmes de reproductibilité, parce que du coup, il faut une maîtrise. Alors, en même temps, ce que fait un ordinateur parallèle, un ordinateur séquentiel, dans l'absolu, est capable de le faire. Donc, si on est capable de faire la reproductibilité sur les ordinateurs séquentiels, on sait la faire dans l'absolu sur les machines parallèles. Sauf qu'en pratique, sur les machines parallèles, c'est encore plus compliqué, voilà. Et puis David Hill, justement, mon professeur d'informatique préféré de Clermont, avait noté que sur les machines, enfin sur les derniers trucs, sur les ordinateurs fournis par les Américains, en fait, il faut avoir ensuite une connaissance extrêmement pointue des ordinateurs, du software, mais même du hardware, pour savoir dans le détail ce que ça fait, pour être capable à la fin de savoir exactement ce que ça fait et pouvoir reproduire. Et sur les nouvelles générations de machines faites par les Américains, il y a des questions de secret défense, voilà, à la fin il y avait des choses qui n'étaient pas publiques. Sur les ordinateurs scientifiques, voilà. Et donc, les petits trucs qui n'étaient pas publics faisaient qu'ils perdaient un utilisateur, enfin pas lambda, un utilisateur compétent au dernier degré, il lui manquait quelques petites informations pour avoir la bit-by-bit reproductibility. C'est le monde dans lequel on est. Voilà, donc du coup, il faut utiliser une bonne vieille machine française qui est estampillée, certifiée par Arnaud Montebourg, sur lequel on maîtrise tout. Voilà.